Bonsoir Catherine, salut à toutes et à tous chers amis. Donc vous êtes en direct sur Révolution Permanente. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Anas Kazib, je suis militant à Révolution Permanente et également au NPA. Je suis également cheminot sur le secteur du Bourget, délégué syndical Sudrail. Et puis je vous propose ce soir de faire un point sur la situation politique autour du 49.3, mais également autour du coronavirus. Et je vais vous expliquer pourquoi la question du coronavirus elle est importante. Mais également, on va parler de l'intersyndicale d'aujourd'hui et de cet appel-là. Et puis on va essayer de donner des perspectives, hein, parce que moi je fais partie de celles et ceux qui considéreront que la bataille elle est certes longue et semée d'embûches, mais rien n'est fini encore sur la lutte contre la réforme des retraites. Donc connectez-vous chers amis, repartagez ce live-là sur l'ensemble de vos pages Facebook, WhatsApp, etc. Désolé des quelques minutes de retard, mais voilà, j'ai dû coucher les enfants avant de démarrer et ils ont mis du temps. Voilà. Salut à tous, salut Joël, salut Hanan. Salut, il y a pas mal de camarades de la RATP, de la SNCF que je vois qui sont connectés. On va faire aussi un petit point spécial. On va essayer de faire un petit point spécial répression où je devrais avoir mon camarade Patrick qui est au dépôt de Vitry et qui est actuellement fait partie de plusieurs camarades qui sont réprimés. On va démarrer aussi là-dessus parce qu'ils viennent d'avoir une convocation au commissariat. Donc voilà, la RATP est en train d'attaquer très très durement. Et j'ai envie de faire aussi un petit point à un moment donné, gilet jaune. Je vais essayer d'avoir peut-être Toria si Toria elle est dans les connectés ou pas. Je vais essayer d'avoir Toria pour que elle puisse expliquer l'appel qu'elle a fait, notamment avec Aude Lancelin de Quartier Général. Enfin voilà, on va essayer de discuter de tout ça. Et chers amis, je vais essayer d'appeler Patrick si je sais pas s'il a réussi à avoir mon audio déjà, mais je vais essayer de l'appeler. Patrick, c'est un camarade machiniste receveur au dépôt de Vitry. Donc dépôt de Vitry, vous avez vu, il y a 4 cas au dépôt de Vitry. Il y a notamment le cas le plus problématique, c'est celui de François. François, c'est le camarade qui a fait une tentative de suicide durant la mobilisation, si vous vous souvenez bien. Il a tenté de mettre fin à ses jours. Au sein même du dépôt de Vitry, il y a eu un rassemblement immédiat ce jour-là, etc., une interpellation de la direction. Il y a François, mais il y a également 2 autres personnes. Il y a Patrick et Yacine. C'est suite à justement un piquet de grève sur le dépôt de Vitry durant cette mobilisation de la réforme des retraites. Il y a également Alexandre. Alexandre aussi, pour qui on attend encore la procédure disciplinaire. Et un peu plus au sud, au niveau de Pantin, au dépôt de Flandre. Au dépôt de Flandre, on a le camarade Ahmed qui est également militant à la CGT RATP, qui est aussi en cours très certainement d'être déféré devant le conseil disciplinaire de la RATP qui se passera place de la Chambaudie dans le 12e arrondissement. Donc si je vais essayer d'appeler Patrick pour démarrer avec lui. Et bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Vous êtes très nombreuses et très nombreux sur ce live. Vous êtes déjà 1200 personnes connectées. Partagez ce live partout. Partout sur vos pages Facebook. 06 85. Eh merde. Bon, je vais refaire une tentative. Bon, bonsoir chers camarades. On le temps d'avoir Patrick, hein, parce que je l'ai eu tout à l'heure par message. Il doit intervenir aussi dans ce live-là. Je réexpliquais. Patrick, c'est un camarade militant de la CGT RATP au dépôt de Vitry et qui sont convoqués, qui viennent de recevoir une convocation pour le 4, c'est-à-dire après-demain. Après-demain, ils sont convoqués au commissariat, notamment pour des faits de grève, c'est-à-dire ils leur mettent notamment, je vais vous dire clairement ce qui est mis sur leur convocation. Une entrave à la circulation, on me l'a envoyé tout à l'heure. Donc, à la demande de l'OPJ, brigade des délégations et des enquêtes de proximité. Donc, ils sont convoqués au commissariat de police
de Vitry-sur-Seine pour une affaire concernant donc entrave à la liberté de travailler, entrave à la circulation de véhicules, injures publiques, donc pour des faits datant du 6 décembre. Donc ils sont convoqués au commissariat le 4 pour les mêmes faits en réalité pour lesquels de l'autre côté ils ont toute une procédure disciplinaire. Donc on voit à quel point en fait la RATP elle est en train de mettre le paquet en fait pour réprimer les militants de la grève et notamment des militants CGT à la RATP qui essayent de se farcir les militants de la CGT RATP et notamment, chers camarades, si on veut, moi je le dis et je le répète, si on veut essayer de tenter de retirer cette réforme des retraites, ça passera tout d'abord par défendre nos camarades dans ces affaires de répression et de sanctions disciplinaires. Si on n'arrive pas à sauver nos camarades de sanctions disciplinaires, si on n'arrive pas à comprendre qu'il est nécessaire et urgent de se lier en fait avec force et de taper du poing sur la table contre cette répression que vivent des camarades de la CGT RATP, on ne pourra pas aller bien loin. Donc ça, c'est la première des choses. Et notamment le temps qui se connecte, Patrick, pour pouvoir avoir sa réaction. Chers amis, je vous disais, on va faire ce live-là sur notamment l'élément central, c'est le 49.3, le 49.3 qu'a déclaré donc Édouard Philippe samedi après-midi. Vous l'avez vu en loose day à l'Assemblée nationale. Je vais expliquer un peu l'historique de ce 49.3 là, notamment à travers cette déclaration d'Édouard Philippe. On va parler également de cet appel scandaleux de l'intersyndicale. C'est même scandaleux, c'est pas le bon terme en vérité, c'est un canular. D'accord, on va essayer de parler de ce canular qui est cet appel de l'intersyndicale qui est sorti, d'accord, et on va parler également du coronavirus au point de vue avec l'œil social. Pourquoi la question du coronavirus, elle a un impact et elle aura sûrement et très certainement un impact direct sur les mobilisations futures et sur la réforme des retraites. Et puis on va parler aussi de quelques perspectives et non des moindres, des perspectives très importantes, la perspective du tous ensemble pour lutter contre la réforme des retraites. Tout d'abord, je donne quelques dates vu que vous êtes très nombreuses et très nombreux à être connectés. Je sais qu'on pourra pas rester très très tard ensemble parce que voilà, je suppose qu'il y en a qui travaillent aussi demain matin et avec les enfants et autres. Plusieurs dates. Donc les premières, c'est le 5 et 6 mars. 5 et 6 mars, rassemblement place de la Chambaudie pour les camarades de la CGT RATP. Donc place de la Chambaudie, j'ai pas envie de vous dire l'horaire parce que j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est 13 h ou si c'est le matin. Donc mais j'essaierai de vous corriger ça. En tout cas, 5 et 6 mars, vous notez dans votre agenda, il y a nos deux camarades, il y a trois camarades, François, Patrick et Yacine du dépôt de Vitry qui passent en disciplinaire place de la Chambaudie dans le 12e, ça c'est le 5 et 6 mars. Deuxième date très importante, chers camarades, avec la coordination RATP SNCF, on lance un meeting de la grève. Donc notez bien dans vos agendas le 10 mars prochain, d'accord ? Le 10 mars prochain à Montreuil, à la Parole Errante, à partir de 18h30, on va vous faire un meeting de dingue où il y aura énormément d'invités, il y aura énormément de camarades qui ont lutté et qui ont lutté de manière très farouche pendant ces plus de 50 jours de grève reconductible. Où on va faire un bilan, on va inviter également des camarades du milieu interprofessionnel, il y aura des politiques, des gilets jaunes, etc. Enfin voilà, on va essayer de faire un meeting de la grève, mais pas un meeting qui démoralise, un meeting qui essaye de donner des perspectives et des perspectives claires à travers un bilan, et notamment le bilan de la coordination RATP SNCF. Et également, donc voilà, on vient de me corriger, donc c'est midi. Donc jeudi et vendredi 5 et 6 mars, à midi, place de la Chambaudie, pour les camarades de la CGT RATP. Le 10 mars. Ah, bah super, il y a Patrick. Patrick, t'es là? Ouais, là. Ouais, salut Ouais. frérot. Donc Salut, je viens de rentrer là, c'est pour ça. Pas de souci, mon ami, on a démarré, mais tout juste. Je te représente vite fait, Patrick. Donc Patrick, c'est l'un des camarades du dépôt de Vitry, donc ils sont 4 sur le dépôt de Vitry de la CGT RATP Bus à passer en disciplinaire très prochainement. Donc le 5 et 6 mars à midi, place de la Chambaudie, il faut vous mettre en grève si vous pouvez vous mettre en grève et il faut venir si vous pouvez venir. Enfin voilà, c'est primordial d'être aux côtés de ces camarades-là. Et également, j'en profite, côté un peu plus au sud, au dépôt de Flandre, c'est à Pantin dans le 93, on a un autre camarade, Ahmed, qui attend comme Alexandre de Vitry la future date. Patrick, bah écoute, on t'écoute. Je parlais rapidement de cette convocation au commissariat, mais si tu veux un peu détailler tout ce qui se passe là-bas chez vous.
D'accord. Maintenant, là, c'est bon? Ouais, vas-y, il y a 1200 personnes pour info en live sur RP en même temps qui t'écoutent, hein. D'accord. Bon, ben, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Patrick, machiniste de Vitry. Je fais partie des camarades, des 5 camarades convoqués, les 4 de Vitry, Yacine, François, Alex et Ahmed de Flandre. Donc, convoqués dans le cadre de la grève. Et il y a la direction qui met le paquet, qui a décidé de vraiment de nous faire payer cher avec maintenant apparemment ils ont dû certainement porter plainte et on est convoqué au commissariat donc mercredi à 14h au commissariat de Vitry. C'est tous les quatre, juste pour information, ou c'est que les trois premiers, là, toi, Yacine et François? Comment? C'est la convocation, c'est pour qui? C'est tous les quatre ou il y a que toi, Yacine et François? Non, c'est tous les 4, D'accord. Alex compris aussi. Ok. Voilà. Et on appelle à un maximum de collègues et autres aussi travailleurs de tout secteur qui souhaiteraient venir nous soutenir au rassemblement à 13h30 devant le commissariat de Vitry, déjà. D'accord. Aussi, après, on a nos rassemblements pour nos conseils de discipline. Donc le 5 et le 6 à midi, place de la Chambaudie, dans le 12e, 19 place de la Chambaudie. Voilà. Bon, en gros, voilà, hein, c'est que la RATP elle est en train de se payer une campagne de communication pour nous faire payer le coût de la grève et d'avoir osé lever la tête. Et ça, elle le fait, voilà, pour mettre la pression sur l'ensemble des travailleurs dans la dernière ligne droite avant la privatisation de la RATP, pour nous dire tout simplement, vous allez à tous les travailleurs, compris nous, vous allez fermer vos gueules. Voilà. S'ils peuvent réussir la privatisation sans avoir aucune opposition en face d'eux, voilà, c'est tout bénef pour eux, quoi. Parce qu'on rappelle que notamment au niveau du bus, vous, il y a avec la loi L'Homme, il y a une ouverture notamment à la concurrence qui va être effectuée. C'est quelle année déjà, Patrick? C'est au 1er janvier 2025. 1er janvier 2025, donc les bus de la région parisienne ouvrent à la concurrence. Et du coup, c'est quoi le sentiment un peu pour toi en tant que militant de la grève, là, qui a fait plus de 50 jours de grève, de se retrouver aujourd'hui traîné comme ça? Parce qu'en réalité, ça doit être un sentiment exécrable en fait, de se retrouver après une grève dure et intense comme celle-là, de se retrouver encore traîné dans les commissariats, etc. Alors que vous êtes rien d'autre que des travailleurs, des militants, quoi. Vous avez rien fait, vous avez tué personne. Ah oui, complètement. Et tous les dirigeants, les hauts dirigeants de l'entreprise, ils mettent notre vie entre parenthèses pendant 4 à 5 mois en faisant traîner ces affaires sur nous. Voilà. Donc bien évidemment, ça, faut s'imaginer comment ça nous pressurise, même si on reste combatif, pardon. Et donc du coup, bien sûr, parce qu'on réfléchit à tout ça, ça fait cogiter pour nous, pour nos familles, voilà. Mais voilà, on lâchera rien parce que on est légitime et que voilà, et puis que ça soit pour le combat des retraites et pour toutes les attaques qu'on aura à subir, on n'a pas de choix que de s'unir et de se battre, voilà. Tous ensemble, unis, voilà. Il y a quelques camarades qui posent la question et c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Et certains qui sont extérieurs à la RATP et autres et qui n'ont pas vraiment suivi, ils demandent c'est quoi un peu déjà les sanctions disciplinaires que réclame la RATP. Et notamment, c'est sur quel fait? Est-ce que tu peux réexpliquer un peu les faits qu'ils essayent de vous reprocher, notamment durant cette journée du 6 décembre? Ça repose sur deux aspects. Ça repose sur ce qu'ils appellent des blocages ou barrages filtrants à la sortie des bus des dépôts et des soi-disant insultes sur nos collègues non grévistes. Voilà, ce qui est totalement faux. Et d'ailleurs, j'en veux pour exemple, quand tu prends par exemple ne serait-ce que le dépôt de Vitry, qui fait partie des dépôts parmi les 2300 qui a eu des plus gros taux de grévistes avec notamment Défense Ouest.
On a eu les forces des polices, que ça soit les différentes brigades, les BACE, les différents corps de CRS et les gendarmes. Il n'y a pas eu, quand il y a eu des gaz lacrymogènes à droite à gauche, des coups de bâton à Vitry, il n'y en a pas eu un. Pas un gaz lacrymogène, pas un coup de bâton. C'est dire que les conditions ont été créées d'un relationnel pour que les choses se passent bien, quoi. Voilà. Et entre les grévistes et puis la direction et les forces de police. Parce qu'on avait évidemment beaucoup de travailleurs de différents secteurs privés et publics, oui, qui se sont mis devant et nous on a cherché à apaiser les choses, quoi, voilà. Et justement, en plus, au niveau du dépôt de Vitry, il y avait des piquets tous les matins où vous étiez des dizaines et des dizaines de collègues de la RATP mobilisés. Et en fait, ils extirpent les dirigeants syndicaux du secteur, en fait, réellement. Et ils veulent vous faire, ils veulent couper des têtes, comme on dit. C'est ça, en réalité, ce qu'ils essayent de faire. Bien sûr, parce que en faisant ça, bien sûr qu'ils sèment la terreur sur les collègues. Les collègues, ils se disent, si des élus et mandatés syndicaux se font traiter comme ça, ils s'imaginent qu'avec eux, ça sera d'autant plus facile. Ouais, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, pour aussi la petite question que tu as posée tout à l'heure, il faut savoir qu'on est tous menacés de révocation. Voilà, on n'a aucune garantie, même si, par exemple, la demande initiale, par exemple, elle peut des fois un peu, comment dire, être un petit peu différente d'un camarade à l'autre, tu vois. Ce ne sont que des demandes et au niveau du conseil de discipline, ce n'est qu'un avis. Le seul qui prenne la décision à ce stade-là, ce sont les directeurs de département. Donc en l'occurrence, le directeur du département bus pour les machinistes et le directeur du département MRB pour François qui est un agent de la maintenance. De la maintenance, ok. Juste, je te coupe 2 secondes, Patrick. Pour toutes celles et ceux qui viennent de se connecter, bonsoir. On est avec Patrick qui est un militant de la grève, militant à la CGT RATP sur le dépôt de Vitry, qui passe en conseil de discipline avec d'autres camarades, avec François et Yacine, le 5 et 6 mars à midi. Donc il y a un rassemblement, 19 places de la Chambaudy à midi, d'accord, dans le 12e arrondissement. Donc celles et ceux qui peuvent se déplacer et venir être présents, que vous soyez de la RATP, de la SNCF, de l'énergie, du privé ou peu importe, ou que vous soyez venez leur donner du soutien et de la force. Mais la RATP ne s'arrête pas là. Patrick nous expliquait qu'il y a eu des convocations, notamment ce mercredi 4 mars au commissariat de Vitry. Donc il y a un rassemblement à 13h, tu m'as dit 13h30, Patrick? 13h30. Voilà, 13h30, commissariat de Vitry. Donc vous cherchez sur internet l'adresse exacte du commissariat de Vitry. À 13h30, les 3 camarades sont convoqués, les 4 camarades avec Alexandre qui est le 4e, mais qui on n'a pas encore la date du conseil de discipline. 4 camarades du dépôt de Vitry pour des faits de grève, c'est-à-dire pour un piquet. C'est l'ADN du mouvement ouvrier. Le piquet, c'est l'ADN du mouvement ouvrier. C'est comme ça. Quand il y a une grève, il y a des assemblées générales et il y a des piquets. Donc chers camarades, le 4 mars, il faut être massivement au rendez-vous à 13h30. Je le dis et je le répète, on ne peut pas continuer une lutte contre une réforme des retraites si on n'est pas en capacité à minima de se mobiliser lorsqu'il y a des collègues qui sont en difficulté, il y a des collègues qui risquent la révocation parce que comme l'a dit Patrick dans son intervention, voilà, ils essayent de couper des têtes et des têtes syndiquées pour faire peur à celles et ceux qui sont non syndiqués, qui se diront qu'est-ce que moi ils vont me faire si j'ouvre ma gueule avec ce qu'ils sont en train de faire à des gens qui sont plus ou moins avec un statut un peu protégé. Donc voilà chers camarades, 4 mars 13h30 au commissariat de Vitry, 5 et 6 mars, les conseils de discipline, place de la Chambaudy dans le 12e. Et du coup, Patrick, pour pas te retenir très longtemps, une dernière question, au-delà de la question des disciplinaires et autres, au niveau de la mobilisation, c'est quoi un peu ta vision, toi, pour entre le 49.3 et la suite un peu de ce qui est en train d'être prévu comme plan de bataille, et voilà, enfin, ça discute de quoi au niveau du dépôt de Vitry chez toi? Justement, là-dessus, on cherche à créer un maximum toujours de convergence dans la suite de ce qu'on a fait sur la bataille des retraites pour justement, nous on se dit que voilà, le combat il est pas terminé quoi.
Alors, il faut que il est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas le gros du mouvement qu'on a eu, mais bien évidemment, encore une fois, avec l'utilisation du 49.3, ça met les collègues en colère. Hein. C'est ça le sentiment un peu chez vous là, après depuis samedi? Ça discute un peu de ça, du 49.3 chez vous? Oui, oui. Et c'est quoi le sentiment un peu? Est-ce que les gens ils t'ont l'air abattus en disant bon bah ça y est c'est plié, ou bien c'est plus un sentiment d'essayer de trouver un plan de bataille assez rapidement pour repartir? Non, les collègues sont pas abattus, les collègues sont en colère, et on est plus dans la recherche justement de ce plan de bataille où on pourrait partir tous ensemble, travailleurs de tout secteur, tous ensemble, voilà, pour vraiment changer la donne, quoi. Ok. Bah écoute Patrick, je te remercie énormément. Camarade, force à toi, force à vous tous, sachant en tout cas que vous avez le soutien des camarades de mon secteur. Nous on sera là au niveau du secteur du Bourget, notamment avec des camarades de Sudrail Paris Nord, mais pas que. On est en train de faire circuler au niveau des cheminots pour être là, et on va du coup, vu que c'est tombé pour le 4 mars, on va essayer de faire le nécessaire pour être présent aussi au niveau du commissariat de Vitry. Donc voilà. Je te remercie beaucoup Patrick. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Et puis juste pour terminer aussi, Anas, s'il y a le temps, si il n'y a pas trop de dommages collatéraux suite à ces convocations là, mercredi, on a prévu aussi une soirée de solidarité le samedi 7 mars après les conseils de discipline, au Kilowatt à Vitry, une soirée de solidarité pour l'ensemble des grévistes, notamment. On a uni nos forces, tous les dépôts du Val-de-Marne, voilà, avec aussi des camarades, des travailleurs des secteurs privés dans notre secteur et tout. Et donc on appelle à solidarité des grévistes, bien sûr, et on appelle un maximum de monde à venir aussi, à se voir aussi dans une ambiance aussi un peu festive avec les familles et tout. Voilà. Ok, super. Bah écoute, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup Patrick, fais attention à toi et embrasse l'ensemble des camarades de Vitry. Ouais, merci. Merci à vous tous. Salut Patrick, ciao. Ouais, salut. Voilà, chers camarades, pour reprendre le fil de ce live, on a fait une petite aparté en intro parce que pour moi c'était important de mettre en avant en priorité, hein, parce que il y a le 49.3, il y a la réforme des retraites, mais là il se joue des vies de famille, d'accord? Parce que la révocation, dans notre langage, c'est le licenciement, c'est-à-dire de mettre sur le carreau en fait des salariés qui ont des bouches à nourrir, qui ont des loyers à payer, qui demain se retrouveraient dépossédés. On sait très bien que réprimer un dirigeant syndical, ce n'est pas uniquement le réprimer lui-même, mais c'est réprimer aussi l'ensemble du mouvement ouvrier en fait, et l'ensemble des camarades de leur secteur qui verraient se faire licencier des collègues, et en fait ça aurait des conséquences très néfastes, notamment sur l'ensemble des autres travailleurs qui voudraient militer, se mobiliser. Donc chers camarades, je rappelle les deux rendez-vous qui sont importants. Le 4 mars à 13h30 devant le commissariat de Vitry pour leur convocation au commissariat, notamment pour entrave à la circulation. Comme quoi la RATP, elle a du temps, elle a que ça à faire de porter plainte contre ses salariés, et si c'était pas suffisant, et en plus de ça, elle les envoie en disciplinaire. Donc faut savoir, soit c'est des faits qui relèvent de l'espace public. Moi, je pose la question, si ce sont des faits qui relèvent de l'espace public, si le contrat de travail est suspendu, normalement, on n'a pas envoyé des salariés en disciplinaire de l'autre côté. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un côté, on peut t'envoyer en justice et on peut te supprimer ton emploi. Et ça, c'est juste inacceptable. Donc le 4, devant le commissariat de Vitry à 13h30, et le 5 et 6 mars pour Yacine, Patrick et François, 19 places de la Chambaudier à midi. Voilà, et il y a nos deux autres camarades, Ahmed, du dépôt de Flandre à Pantin, dont on attend le conseil de discipline, et on donnera les dates, et Alexandre également, dont on attend aussi la date du conseil de discipline qui arrivera très rapidement. Donc voilà, chers camarades, 5 camarades de la CGT RATP, enfin voilà, c'est pas le fait du hasard, c'est pas un alignement de planètes. Il y a clairement une criminalisation du mouvement ouvrier, une criminalisation des militants syndicaux, et notamment la RATP a envie de se farcir
la CGT, RATP, et ça c'est clair et net. Dans ce mouvement-là, en tout cas, ils sont en train de s'attaquer très durement aux militants de la CGT. Moi, je suis militant chez Sudrail, mais entière et pleine solidarité vis-à-vis de nos camarades. C'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de lui donner la parole, parce que c'est pas TF1 ou France 2 ou je ne sais quelle chaîne qui vont leur donner la parole. Donc voilà, il était en tout cas sur Révolution Permanente pour pouvoir expliquer la suite. Chers camarades, passons à la situation politique. Je vais juste boire un coup d'eau. Sur le 49.3, vous êtes 900 connectés, repartagez ce live, likez cette page et voilà, partagez ce live. On va passer quelques minutes ensemble pour parler de la situation politique, et puis après, à la fin, parce que chers camarades, je suis tout seul et il y a énormément de commentaires, j'arrive pas à tout suivre. Donc à la fin, j'essaierai de prendre un petit temps pour répondre. Donc désolé, parce que je vois qu'il y en a qui disent réponds aux questions, et c'est très difficile. Donc voilà, chers amis, le 49.3, vous avez vu ce samedi là après-midi, Édouard Philippe nous a fait une intervention en loose day au Parlement, d'accord, dans une assemblée quasi vide, d'accord. Faut savoir plusieurs choses. La première, c'est qu'il a parlé d'une validation de l'application du 49.3 en Conseil des ministres. Il y a un article sur Mediapart qui est sorti le lendemain, qui en fait montre, avec l'appui du compte-rendu du Conseil des ministres, en fait, que c'était un Conseil des ministres extraordinaire autour de la question du coronavirus. D'accord, chers amis, il y a eu uniquement à l'ordre du jour la question du coronavirus, et à aucun moment il n'y a été discuté la question de la réforme des retraites, et encore moins l'application du 49.3. Je vous ajoute même, pour démontrer par A plus B que tout ça n'est que une arnaque sans précédent, le secrétaire d'État chargé à la réforme des retraites, donc un peu le premier concerné, n'était même pas là dans le Conseil des ministres, dans lequel Édouard Philippe est en train de dire qu'il a eu l'autorisation à travers le Conseil des ministres de telle date, qu'il a eu l'autorisation de pouvoir appliquer le 49.3 sur la réforme des retraites. Chers amis, c'est un gouvernement d'incapables, mais au-delà d'un gouvernement d'incapables, c'est un gouvernement de tocards sans précédent, d'accord ? Autant il y avait des tocards, mais à différents niveaux, autant là on a un gouvernement, mais le plus amateur qui existe, d'accord ? C'est-à-dire qu'il utilise des références à des conseils des ministres dans lesquels il y a des comptes rendus qui justifient que ce qu'il raconte n'est pas vrai. Donc enfin voilà, le gars, faut pas le prendre comme avocat, ou enfin en tout cas il ment très très mal. La deuxième chose, c'est que, et celle-là, elle est problématique aussi, c'est qu'il n'a pas fait uniquement référence au 49.3. Ils vont modifier le texte. Il y a 181 amendements au texte, d'accord, de la réforme des retraites, qui est accompagné du 49.3. Ça, 180 amendements dont les députés, les parlementaires n'ont pas connaissance, c'est-à-dire ils ont découvert ça. Les partenaires sociaux ne savent pas quel va être le contenu du texte. Enfin, c'est très problématique, chers amis. C'est très problématique. De plus, sur la question du 49.3, la manière dont il a été appliqué, jamais on a vu un 49.3 un samedi pour une réforme systémique aussi importante. Il faut savoir que la retraite, aujourd'hui, c'est 29 millions de salariés, mais ça vise les générations futures. Donc des millions et des millions et des millions de salariés dans les années à venir qui sont concernés par cette réforme. Faut savoir que les présidents de groupes parlementaires n'étaient même pas au courant de la venue du ministre. Certains parlementaires de La République En Marche n'étaient même pas au courant de la venue également du Premier ministre. Donc ils ont profité, et c'est là où je reviendrai après sur un peu plus en détail sur la question du coronavirus, mais ils ont profité de la situation sur le coronavirus pour justement passer ce 49.3 là. Moi, je ne suis pas de celles et ceux qui sont complotistes et qui pensent que le coronavirus est une manipulation ou quoi. Par contre, je considère que le gouvernement se sert de la situation d'urgence sanitaire pour pouvoir aussi accélérer les choses, et notamment accélérer cette réforme systémique. Parce que le 49.3, chers amis, il n'arrive pas dans n'importe quel moment. La première chose, c'est que le texte, il est rentré à l'Assemblée nationale le 17 février. Il y a 12 jours. 12 jours. Vous vous rendez compte d'une chose, une réforme qui concerne 42 régimes spéciaux. Le régime des retraites de l'Opéra de Paris, chers amis, il a plus de 300 ans.
Le système de retraite à la SNCF a plus de 150 ans. Et j'en passe et des meilleurs pour les mines et autres. Enfin voilà, il y a 42 régimes spéciaux et le régime général de la sécurité sociale qui a quasiment 80 ans, chers amis. D'accord ? Et tout ça, en 12 jours, pour eux, c'est clôturé, on passe à autre chose. C'est juste pas possible. C'est juste inacceptable. Enfin, je sais pas si on se rend compte de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de clôturer des débats sur une réforme des retraites en 12 jours. Moi, je le dis, même une bagnole, je l'achète pas en 12 jours. Alors, une réforme qui va concerner plus de 29 millions de salariés, si on prend les salariés du jour, mais ça se compte par centaines de millions, qui va concerner des centaines de millions de personnes avec les générations futures, c'est juste pas possible de discuter d'un texte en 12 jours. En 12 jours, un texte dont on a un rapport de 132 pages qui est le rapport de Levoy, dont l'ensemble du gouvernement disait que c'était juste un rapport pour essayer de nous faire croire qu'ils n'allaient pas utiliser la totalité des préconisations du rapport de Levoy. Mais la deuxième chose, c'est que les députés, les ministres sont en incapacité, en fait, d'expliquer ce qu'il y a dans cette réforme. La question de la pénibilité, il faut savoir qu'il y a rien qui est traité autour de la pénibilité. La troisième chose, c'est la question du financement. Ils font passer quand même un 49.3 sur une réforme dont ils ne savent même pas comment ils vont la financer. C'est-à-dire, c'est la fameuse conférence de financement, et je vais m'arrêter là-dessus une minute. La conférence de financement qui, de ma mémoire, normalement, c'est autour du 30 ou 31 avril. Vous me corrigez si je dis des conneries. Donc, ils vont voter une réforme, une loi pour laquelle, en fait, ils ne savent même pas comment ils vont la financer. Ils vont décider de ça beaucoup plus tard. Donc, c'est n'importe quoi. En plus, si on s'arrête sur la conférence de financement, si vous vous rappelez bien, on avait fait, notamment avec la coordination RATP SNCF, au mois de janvier, de mémoire, je crois c'était le 17 janvier, on a débarqué dans les locaux de la CFDT, notamment autour de la question de cette fameuse victoire. Ils avaient fait un stickers, la CFDT, en mettant victoire, le gouvernement recule sur l'âge pivot. Édouard Philippe, il a mis dans sa lettre de cadrage accompagnée de l'annonce sur l'âge pivot plusieurs choses. La première, c'est concernant le patronat. Donc, interdiction d'augmenter les cotisations patronales. La deuxième chose, interdiction d'augmenter les salaires. Donc, chers amis, il n'y a pas beaucoup de solutions pour pouvoir financer les retraites. Bien entendu, si on nous demande à nous, et moi en l'occurrence, si on me demande comment financer, moi je vous assure, moi je vous la finance en 2 secondes. Hein, faut savoir que l'IRIS, qui est un organisme de recherche, et notamment autour de la fraude fiscale, l'IRIS chiffre la fraude fiscale en France entre 100 et 120 milliards. C'est le tiers du budget des retraites, d'accord ? Le carrousel de TVA, c'est la fraude à la TVA des entreprises, c'est 16 milliards par an. L'ISF, c'est 6 milliards qui disparaissent. Moi, je peux vous trouver des milliards très rapidement pour financer. Sauf que, bien entendu, les confédérations syndicales, elles sont là, elles font pas de politique comme elles disent, donc elles prennent, elles vont essayer de tenter une conférence de financement. Maintenant, il y a que la CFDT et l'UNSA, ils vont tenter une conférence de financement avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire 2 solutions, soit l'augmentation des cotisations salariales. Qui dit augmentation des cotisations salariales, c'est du net en moins, d'accord ? Si on vous augmente un pourcentage sur votre part salariale, ça baisse votre net. Sinon, la deuxième solution, les amis, c'est quoi ? C'est le retour de l'âge pivot. Voilà. Donc, comment il s'appelle l'autre déjà ? Laurent Berger. Moi, comme je disais, on n'a pas besoin de Berger parce qu'il n'y a pas de moutons dans cette grève. Berger, il a pas beaucoup de solutions. Soit il va acter l'augmentation des cotisations salariales, c'est-à-dire c'est les salariés qui vont payer la réforme des retraites. Soit, ça va être le retour de l'âge pivot. Donc, les salariés qui vont payer la réforme des retraites en travaillant beaucoup plus longtemps. Donc, c'est un truc quand même qui est assez incroyable. Donc, ce 49.3 là, il a imposé de force, d'accord ? C'est un passage en force comme on dit, mais moi je dis par le petit bout de la lorgnette parce que ça montre d'un côté toute la fébrilité, et je vais essayer de vous retrouver ça pendant que je vais voir si j'arrive à faire 2 choses à la fois. Je vous retrouve la vidéo d'Édouard Philippe. Ça montre à quel point en fait ce gouvernement est totalement fragilisé, et je vais vous montrer. Tac, 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 je reconnecte la baffe. Je vais vous montrer cette vidéo qui est formidable d'Édouard Philippe en 2016, les amis. En 2000. C'est assez simple. Si le gouvernement choisit une fois. Voilà. C'est assez simple. Si le gouvernement choisit une fois encore à l'Assemblée nationale d'avoir recours au 49.3, c'est-à-dire à un texte qui ne permet pas aux députés
qui sont pour ou contre le texte. Ils sont députés, ils ont été élus par le peuple, ils représentent le peuple, ils essaient de représenter le peuple, qui ne leur permet même pas de discuter le texte. La sanction automatique, qui est d'ailleurs prévue par la Constitution lorsque le gouvernement refuse la discussion aux députés, c'est évidemment le dépôt d'une motion de censure. Il y a rien de surprenant là-dedans. Vous savez parfaitement d'ailleurs, le 49.3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. Bon, c'est assez simple. Si le gouvernement choisit... Voilà, chers amis, enfin, il fait lui-même la promotion de ce que j'allais dire. C'est quand même assez incroyable. Ça, c'était Édouard Philippe en 2016 au moment de la loi El Khomri, où justement il expliquait que l'utilisation du 49.3, alors qu'on a une majorité parlementaire, ça montre toute la faiblesse du gouvernement. D'accord? Mais au-delà de la question de la fragilisation du gouvernement, ça vient aussi dans une période et un temps très précis. D'accord? Il faut savoir qu'ils allaient attaquer le sujet qui est crucial pour un système par points, c'est celui de la valeur du point, les amis. D'accord? La valeur du point, et puis derrière, c'était la question sur le financement et notamment autour de l'âge pivot. Bonsoir à toutes et à tous, parce que je vois plein de bonsoirs, désolé, je vous ai pas répondu. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, merci de vous connecter, merci d'être présents, vous êtes plus de 1000, on est ensemble, j'essaie de vous expliquer un peu le 49.3, j'essaie de vous vulgariser ce qui est en train de se passer, notamment parce que beaucoup découvrent aussi l'utilisation du 49.3 et n'ont pas vraiment suivi à travers les infos ce qui est en train de se passer. Donc je vous montrais notamment une vidéo d'Édouard Philippe en 2016 qui est en train d'expliquer que le 49.3, c'est surtout une fragilisation du gouvernement qui montre sa faiblesse en fait, et notamment à l'époque la loi El Khomri avec le 49.3 que Emmanuel Valls avait lancé coup sur coup pour faire passer de force. À l'époque on parlait des frondeurs du PS et autres. Donc enfin voilà, je disais que ça vient à une période charnière, c'est-à-dire celle de la valeur du point. Je sais pas si on se rend compte, les amis, d'une chose qui est quand même extraordinaire. C'est que ils veulent faire une réforme du système des retraites, donc une réforme aujourd'hui qui propose une réforme par points, sans donner la valeur du point. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Moi, parfois, j'entends des politologues et des économistes qui disent « Ouais, mais en même temps, les retraites aujourd'hui, on ne sait pas les calculer. » Moi, je suis en total désaccord. Si, on sait les calculer. Lorsque tu es dans la fonction publique ou à la RATP, la SNCF, bah, tu prends tes 6 derniers mois de salaire et tu multiplies, tu divises 75% de ces 6 derniers mois de salaire. D'accord? C'est très facile à calculer. Tu peux même un peu approximativement savoir combien tu peux avoir. Ou sinon, dans le privé avec le régime général, c'est les 25 meilleures années de salaire. C'est-à-dire que sur une carrière, tu prends les 25 dernières fiches de paye de décembre, tu prends le brut et donc tu fais la moyenne de ces 25 meilleures années et tu obtiens 50% de pension de retraite du régime général. Donc les mythomanes qui visent à faire croire qu'aujourd'hui c'est une usine à gaz et que le système par points il est ultra clair, franchement, je sais pas pour vous, mais c'est le système le moins clair qui existe au monde. En plus de ça, tu n'as même pas la valeur du point. Et ils trouvent ça normal que ça se décide plus tard. Mais c'est comme, moi je donne un exemple. C'est comme si vous alliez dans une boutique de basket, vous alliez à Foot Locker ou à Courir et que vous preniez une paire de baskets et il n'y a pas le prix en fait. Et que tu arrives à la caisse, tu demandes au gars c'est quoi le prix de la paire de baskets, il te dit t'inquiète, mets ta carte bleue, tu verras sur ton compte en banque le prix de la paire de baskets plus tard quand tu arriveras chez toi. Enfin, c'est pas possible, il y a personne qui ferait ça. Personne n'aurait l'idée de mettre sa carte bleue, de taper son code, d'acheter une paire de baskets dont il ne connaît même pas le prix parce qu'il va se dire quoi? Il va se dire on est en train d'essayer de m'arnaquer. Mais quelqu'un à qui on dit pas le prix, qu'est-ce qu'il y a à cacher? Qu'est-ce qu'il y a à cacher de si important pour pas donner la valeur du point, sinon de donner une valeur du point qui est misérable, les amis. D'accord? Et ils le savent très bien. Je le dis et je le répète. Jean-Paul Delevoye, avec ses 14 mandats, ses 14 casseroles avec lesquelles il est parti, qui lui collaient au cul et avec lesquelles il a un peu sauvé le gouvernement. Parce que franchement, si Delevoye est resté une semaine de plus, moi je pense pas que la réforme des retraites aurait pu tenir comme ça et arriver à l'Assemblée. Je pense ils auraient été contraints de la retirer si Delevoye, en fait, il maintenait le fait de rester. Mais heureusement, le bon timing, il y avait je crois que c'était Bruno Jeudi qui disait ça, notamment, je crois, sur C'est dans l'air, il disait que ça s'est joué à une semaine. Si Delevoye restait une semaine de plus, ça aurait été une tension extraordinaire, en fait, dans le pays et que, en fait, il est parti justement avant que le 14e mandat disparaisse.
Sauf que, chers amis, Jean-Paul Delevoye, il était quand même compétent, d'accord? Il nique les gens, mais il est compétent. Et on peut pas lui enlever sa compétence de niqueur de gens, d'accord? Mais il savait ce qu'il faisait. Il a fait 132 pages, il a donné des valeurs de points, il a fait déjà la réforme en 2003 qui visait notamment à aligner les régimes spéciaux sur le régime général, hein, c'était la fameuse réforme Fillon, d'accord? Ce qui n'a pas été fait en 95 par Juppé a été fait par Fillon et notamment Delevoye, mais Delevoye, il est compétent dans ce métier-là. C'est un homme de droite qui sait réformer et casser le système des retraites et qui a taffé son sujet. Et Jean-Paul Delevoye, le financement et la valeur du point qu'il donne, elle est de 55 centimes. Elle est de 55 centimes. Et moi, je vous mets un billet, chers amis, sur la table, que la valeur du point qui sera annoncée le jour où ça sera annoncé ne sera pas bien loin des 55 centimes d'euros. Et je le dis et je le répète, lorsqu'on fait les projections à travers la valeur du point de 55 centimes pour une carrière d'un salarié du privé qui commence à 1300 euros net et qui finit avec une carrière pleine, sans chômage, sans accident du travail, sans rien du tout, sans intérim, sans temps partiel, 43 années pleines de travail commençant à 1300 euros, terminant autour de 2300 euros net, qui est une carrière, somme toute, très correcte, quoi, d'accord? Ce salarié-là, sous le système par points, il perd entre 400 et 500 euros de pension de retraite en moins par mois, chers amis. D'accord? Avec la valeur du point qu'a donné Jean-Paul Delevoye dans son rapport, d'accord? Et qui sera quasiment la même que donnera le gouvernement. Simplement, là, c'est trop chaud pour eux de donner la valeur du point parce qu'ils savent très bien, les gens, ils vont commencer à brûler les poubelles dehors s'ils commencent à entendre qu'en fait, le point, c'est 55 centimes. Au début, quand c'est un rapport, c'est facile parce que tu dis, ouais, mais c'est que des préconisations, etc., etc. Mais au final, vous allez voir qu'ils vont donner cette valeur-là. Donc, entre 400 et 500 euros pour le cas typique que je vous ai donné pour un salarié du privé. Pour un salarié du public ou de la RATP, de la SNCF, en gros, ceux qui sont sur les 6 derniers mois de salaire, c'est entre 600 et 700 euros pour le même déroulement de carrière, les amis. 600 à 700 euros, c'est-à-dire quasiment 7000 euros de pension de retraite par an en moins. Sur 20 ans ou 30 ans de retraite, c'est l'équivalent d'un appartement, chers amis. C'est comme si demain, vous donniez les clés d'un appartement que vous auriez pu léguer à votre fils, votre fille, vos enfants, d'accord? Et ben, ce prix de cet appartement-là, vous disiez au gouvernement, tiens, je te donne les clés de mon appart, moi je vais mourir. D'accord? Ce n'est pas possible, chers amis. Et on ne peut pas tolérer qu'un système par points puisse passer et qu'en plus de ça, la valeur du point, elle n'est même pas connue. Page 8 du rapport Delevoye, il était écrit notamment que la valeur du point, elle vise à être modifiée en fonction de la crise économique, d'accord, des enjeux économiques et de la démographie. C'est-à-dire que Jean-Paul Delevoye, il a fait un truc qui est extraordinaire. Il a dit en gros, si la moyenne d'âge, écoutez bien, il a dit que si la moyenne d'âge augmentait, en fait, la valeur du point devait descendre. En gros, si la moyenne d'âge était de 79 ans, d'accord, la mortalité, par exemple chez les hommes meurent à 79 ans en moyenne, et que l'année suivante, la moyenne c'est plus 79 ans, mais ce serait 80 ans, il considérait, alors que toi tu peux crever à 63 piges, hein, mais vu que ça c'est une moyenne et que la moyenne elle a augmenté, que potentiellement tu peux vivre un an de plus, et ben il considère que cette année de plus que tu dois vivre, il faut la partager, et notamment il faut que tu t'autofinances ton point, c'est-à-dire en baissant la valeur du point si tu veux vivre. C'est-à-dire qu'on est dans un système capitaliste, les amis. On est dans un système capitaliste qui fait en France 2300 milliards, d'accord, de produits intérieurs bruts. On est dans un système, en fait, où on arrive à envoyer des fusées, à envoyer des satellites, à avoir de la digitalisation, à savoir, en fait, les températures corporelles, à faire de je sais pas quoi, là, comment ils appellent ça, là, l'IA, l'intelligence artificielle. On est dans un monde, en fait, dans une société où il y a de l'intelligence artificielle, mais dans laquelle, en fait, on a envie d'envoyer les prolétaires, les travailleuses et les travailleurs dans un système d'outre-tombe, d'accord? C'est-à-dire de les faire travailler jusqu'à la mort. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que le système capitaliste, il est même plus en capacité, en fait, de te faire vivre en bonne santé et avec une retraite digne. Donc, le capitalisme doit être détruit, les amis.
s'il n'est même pas en capacité de te donner une retraite digne, d'accord, et de te laisser partir en retraite en bonne santé, de profiter de 40 ans de travail, 40 ans de dur labeur, de pouvoir profiter de tes vieux jours, de profiter avec tes enfants, de pouvoir faire le tour du monde si tu as envie de le faire, si tu as envie d'aller vivre dans un autre pays en bonne santé avec de quoi vivre, te nourrir, si le capitalisme n'est pas capable de ça, chers amis, il faut le détruire, d'accord? Il n'y a pas d'autre solution. Je le dis et je le répète. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Ouais, la 5G, on n'est même pas encore à la 5G, mais vous vous rendez compte quand même. Ils veulent nous faire travailler comme dans les années 20. D'accord? C'est ça le système. Faut savoir, hein, ce système par points là, en fait, il réside sur rien du tout. L'endettement du système des retraites, c'est 2 milliards, les amis. 2 milliards. Vous vous rendez compte, 2 milliards. L'ISF qu'a supprimé Emmanuel Macron, l'ISF, ça a rapporté 6 milliards. D'accord? C'est-à-dire qu'on a perdu 6 milliards d'ISF. Et en fait, pour 2 milliards de dettes, 2 milliards de dettes, les amis, regardez le système. Il y a énormément d'inégalités. Moi, je le dis et je le répète, je considère qu'avec la fraude fiscale, à minima, de récupérer les richesses produites par les salariés, on pourrait toutes et tous partir à minima, franchement, sans se casser la tête, à 60 ans, avec une retraite sur les 6 derniers mois de salaire à 75%. Je vous l'assure, les amis. Je vous ai donné un chiffre tout à l'heure, la fraude fiscale, c'est entre 100 et 120 milliards. Le budget annuel des retraites, c'est autour de 300 milliards. C'est-à-dire que la fraude fiscale à elle seule, annuelle en France, c'est un tiers du budget lié aux retraites. Vous imaginez cette fraude fiscale si on la récupérait dans son intégralité et qu'on la mettait pour financer les retraites? Vous imaginez si on donnait 120 milliards de plus, les amis? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Regardez, je fais un parallèle avec la SNCF. La SNCF, avec quasiment une grève par an et une grève dure, d'accord, avec de l'argent qui ne rentre pas en plus, la SNCF a réussi à faire, avec 50 jours de grève fin 2019, elle a réussi à faire 5,1% de progression du chiffre d'affaires. En l'espace de 5 ans, la SNCF, elle a réussi à engranger environ 7 milliards de profits. 7 milliards dans une entreprise dans laquelle il y a encore des gens qui partent à la retraite beaucoup plus tôt qu'ailleurs. Comme quoi, en fait, une entreprise, elle peut fonctionner, elle fonctionne plutôt bien avec toutes les contradictions, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des réorganisations, il y a des suppressions d'emplois, il y a énormément de choses. Mais rien que de montrer qu'aujourd'hui, d'accord? Eh ben, cette entreprise dans laquelle on dit qu'il y a des privilégiés, des salauds de nantis qu'il faudrait la privatiser, eh ben, cette entreprise, elle arrive à faire 7 milliards. Et moi, je connais pas beaucoup d'entreprises qui arrivent à faire 7 milliards, d'accord, avec 150 000 salariés et des conditions de travail qui sont, en tout cas, plus protectrices que dans le privé ou pour un intérimaire. Donc tout ça, ça doit nous éveiller, ça doit éveiller nos consciences, les amis, notamment à lutter et à pas fermer nos gueules comme ça. Et je disais donc sur le 49.3 et on va passer après sur l'intersyndicale, je vais faire un parallèle sur le coronavirus, les amis. Parce que Édouard Philippe, ils essayent de dire que justement, parce que il y a l'urgence autour de l'épidémie du coronavirus, c'est justement pour ça que la question de la réforme des retraites, on va la clôturer, d'accord ? On va clôturer, on va passer au 49.3. Ils utilisent également la panoplie des milliers d'amendements qui ont été déposés. Et moi, je le dis et je le répète, les amis, les amendements par milliers ou par millions, ça ne fait pas retirer une réforme des retraites, d'accord? À un moment donné, il faut être clair. Ce qui fait reculer les gouvernements, c'est le rapport de force, c'est le blocage de l'économie, c'est la grève, c'est les manifestations. C'est lorsque le patronat a peur de tout perdre qu'il oblige les gouvernements à reculer. C'est lorsqu'il perd énormément qu'il recule. Ce n'est pas avec des amendements au Parlement, et la preuve étant que la démocratie bourgeoise, parce que c'est une démocratie, mais elle est bourgeoise, et la preuve étant que le Parlement est bourgeois, que l'ensemble des personnes qui sont présents jusqu'au sommet de l'État sont tous issus de la bourgeoisie, d'accord? Ils viennent pas des mines, hein, ils sont pas boulangers à l'Assemblée nationale. Et ils ont réussi même à se créer des 49.3. C'est-à-dire que même quand ils te font croire qu'il y a un peu de débat et qu'il y a un peu de démocratie, ils arrivent à te montrer avec des articles de loi qui peuvent quand même te niquer au fond. Qu'au final, comme au casino, même si tu crois que toi t'as gagné un peu, ça reste le patron du casino qui est gagnant. Et en l'occurrence, ça reste toujours la bourgeoisie et le gouvernement qui est gagnant du parlementarisme, les amis. D'accord? Et ça, il faut le voir.
Et la motion de censure, je vais m'arrêter 2 secondes. J'ai beaucoup de respect pour les camarades et les militants de la France Insoumise, mais une motion de censure avec le Parti Socialiste, excusez-moi, en plus de ça, on sait très bien qu'elle sera pas elle va pas passer la motion de censure. Mais une motion de censure avec celles et ceux qui ont fait un 49-3 en 2016 contre la loi El Khomri, c'est pas possible. Le Parti Socialiste, chers amis, celles et ceux qui ont fait de force coûte que coûte quand on était mobilisés, qui nous ont envoyé la répression policière dans les rues durant toutes nos manifestations de mars à juillet, le Parti Socialiste qui a supprimé et annulé des manifestations. D'accord? Ils ont annulé et interdit des manifestations. Ils nous ont obligés le 5 juillet 2016, les amis, à manifester autour du bassin de l'Arsenal. Bassin de l'Arsenal à Bastille. Ils nous ont ridiculisés, ils se sont foutus de la gueule du mouvement ouvrier et on voudrait nous faire croire aujourd'hui que la solution du mouvement ouvrier, c'est d'attendre une motion de censure avec le Parti Socialiste. Non mais à un moment donné, les fronts, c'est sympa, mais arrêtez de prendre les gens aussi pour des pigeons, d'accord? Il y a des fronts, mais on va pas faire des fronts avec n'importe qui, et notamment avec le Parti Socialiste. Ils nous ont fait tourner comme des chèvres autour du bassin de l'Arsenal. On a des camarades aujourd'hui qui se font licencier grâce à la loi El Khomri. On a des camarades qui récupèrent des cacahuètes au prud'homme à cause de la loi El Khomri, d'accord? Et nous, on va faire une motion de censure avec eux sur la réforme des retraites. Il faut arrêter de nous prendre pour des... excusez-moi, je m'énerve. Mais... je disais sur Édouard Philippe, il disait le 49.3, etc., machin, en clôture, il y a le coronavirus, vous comprenez, l'épidémie. Mais ça montre à quel point, en fait, que la bourgeoisie et le capitalisme n'oublient jamais d'où il vient, d'accord? Parce que la réflexion, à minima, un peu du centre droit, quand ça aurait été peut-être de dire, écoutez, on suspend le débat sur la réforme des retraites, on le reprend un peu plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Normalement, si tu es en train de dire qu'il y a une épidémie, l'urgence, c'est de dire, on suspend le débat, mais on le suspend pas par le 49.3. Parce que le 49.3, c'est pas de suspendre les débats, c'est de le clôturer. D'accord? Donc, il s'est servi. Et moi, je le dis, je le répète, les amis. Moi, il n'y a pas de complotisme. C'est-à-dire, des fois, je tiens à appeler à la raison aussi à travers ce live. Parce qu'on reçoit, je pense, c'est toutes et tous ici connectés. On a tous eu les mêmes audios WhatsApp 25 milliards de fois de gens qui sont ingénieurs de je sais pas quoi, qui connaissent machin. C'était la même chose, rappelez-vous, sur l'eau il y a quelques mois. Et puis au final, on voyait des gens qui couraient avec des packs d'eau. Voilà, faut qu'on reste tranquille à un moment donné. J'ai vu des trucs qui expliquaient à quel point c'était la franc-maçonnerie qui avait importé le coronavirus. Il y a des trucs de ouf, les amis. Franchement, je sais pas si vous avez vu, mais moi, je reçois des trucs, des messages. J'ai des milliers d'abonnés sur Twitter, Facebook, etc. Je reçois des messages de ouf. Donc, faut pas tomber non plus dans l'hystérie, la paranoïa et le complotisme. Par contre, je suis de celles et ceux qui considéreront que oui, le gouvernement utilise également l'épidémie du coronavirus pour pouvoir essayer de faire passer sous le manteau comme ça, de faire passer sa petite réforme des retraites en loose day. Et c'est pour ça que, comme je l'ai expliqué au début de ce live, que le Conseil des ministres est un Conseil des ministres extraordinaire sur le coronavirus et non pas sur la réforme des retraites, et qu'il n'a pas eu l'accord du Conseil des ministres, qu'en plus de ça, il y avait aucun président de groupe parlementaire qui était au courant de la venue du Premier ministre, et même le secrétaire d'État chargé à la réforme des retraites n'était même pas au courant de cette histoire de 49.3, notamment, et de ce Conseil des ministres. Enfin, il y a un truc qui est quand même... Et c'est là où je dis que oui, il y a une utilisation de l'épidémie du coronavirus pour pouvoir faire passer ça en loose day. Et les amis, notamment sur la question des confinements. Et je vais venir là sur la question des confinements. Parce qu'aujourd'hui, ils en sont à confiner les rassemblements de 5000 personnes, d'accord? D'interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes dans des espaces confinés. D'accord? Là, ils en sont là, c'est-à-dire en gros les spectacles et autres. Faut savoir qu'ils suppriment des marchés, faut savoir qu'ils suppriment un certain nombre d'événements, de petits événements. Mais par contre, les secteurs où ça brasse de l'oseille, ça ils arrêtent pas.
Moi, je sais pas, hein, je sais pas s'il y a des conducteurs de métro ou de RER ou quoi, les endroits où nous, il y a des millions de personnes qui transitent chaque jour. Je sais pas pour vous, mais si vous avez reçu une lettre où votre patronne ou votre patron, si Catherine Guillouard à la RATP, pour les camarades de la RATP, si vous avez reçu une lettre de Catherine Guillouard qui vous a dit restez chez vous tranquille, c'est pour nous. Il y a personne qui nous a dit ça. Donc d'un côté, ça montre toute la démagogie où il y a des centres commerciaux qui sont en train de brasser de l'oseille, mais vous avez même pas idée. Ils sont en train de brasser de l'oseille, notamment en se servant des trucs de pénurie, de confinement, etc. Et de l'autre côté, tu as des petits artisans, des travailleurs dans des marchés, en fait, où on interdit des marchés dans lesquels les mecs, ils se retrouvent avec leurs produits, leurs fruits, leurs légumes achetés à la poubelle parce qu'ils peuvent même pas tenir le marché. Je crois notamment dans l'Oise, il y a un certain nombre de marchés qui ont été supprimés, dont les gens ont dû, ce sont des petits travailleurs, des gens dans les marchés, d'accord, qui ont dû jeter leurs denrées. Par contre, Auchan, Carrefour, etc., ils peuvent ouvrir normalement, il n'y a pas de problème. Auchan, Carrefour, chez eux, il y a un filtre anti-coronavirus. Si tu passes la porte, tu ne l'attrapes pas chez eux. Il n'y a pas de problème. Pareil pour les stades de foot. Donc d'un côté, si toi tu fais un concert ou quoi que ce soit, si toi tu fais, t'as un salon comme le salon du, je crois il y a le salon du livre qui a été interdit, mais s'il y a des petits endroits en fait dans lesquels il n'y a pas un enjeu stratégico-économique ou un milieu du lobby, notamment celui du football. Enfin, à un moment donné, je sais pas s'il y a une pandémie, l'ONU va déclarer apparemment dans quelques heures, voire quelques jours, la pandémie au niveau international, d'accord? Je sais pas moi, pourquoi tu es en train de nous parler de PSG Dortmund au Parc des Princes? Je sais pas, c'est quoi l'urgence? C'est PSG Dortmund, c'est un match dans lequel il y a des millionnaires qui tapent dans un ballon, ou c'est de faire en sorte que les gens ils tombent pas malades et qu'ils crèvent pas? Je sais pas, moi, faut être cohérent. Si tu supprimes le marché dans lequel il y a 500 personnes dans la journée qui viennent acheter des fruits et des légumes, pourquoi tu supprimes pas le match de foot où il y a 40 000 personnes? Il y a quand même quelque chose de particulier. Et c'est là où je dis, les amis, qu'entre le passage en force du 49.3 et le truc sur le coronavirus, que la bourgeoisie, elle n'oublie pas le nerf de la guerre, c'est l'oseille. C'est l'oseille, les amis. Et ils sont déjà en train d'expliquer combien de points de croissance ils vont perdre. Ils sont comme des fous. Je sais pas si vous avez vu Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il allait se taillader les veines. Il a dit on risque de perdre 1 point de croissance. Il y a des gens qui meurent. Le gars, il vient à la télé, il te dit on va perdre 1 point de croissance. Moi, je sais pas pour vous. Moi, ça fait à peu près 13 ans que je travaille. J'ai jamais vu de point de croissance sur ma fiche de paye. Je sais pas si vous, dans votre compte en banque, vous voyez des points de croissance et si vous êtes lié au CAC 40. Le gars parle de la chute du CAC 40, etc. Enfin, ils sont fous. Il parle à des gens qui risquent de tomber malades et en fait, il te parle pour le patronat qui en fait est en train de voir qu'il va perdre des milliards. Ça les fait chier. Ça les fait chier cette histoire de coronavirus, mais ils essayent de voir comment ils peuvent en tirer les marrons du feu, et notamment Édouard Philippe, c'est de faire passer le 49.3 après 12 jours de débat, les camarades. 100 heures. 100 heures, c'est 3 semaines de travail. C'est-à-dire des députés qui ont été élus, ok, et je reviens pas sur les conditions et machin, mais enfin, ils viennent et ils ont un petit billet qui tombe à la fin du mois quand même pour être députés. Ils ont fait 100 heures sur une réforme dans laquelle il y a eu plus de 60 jours de grève et au bout de 100 heures, ils s'arrêtent. Enfin bon, il y a quelque chose d'incroyable. Chers amis, je clôture la parenthèse sur le 49.3 parce que je pense avoir fait le tour et on va parler de l'intersyndicale. On va parler de ce canular, que j'ai reçu ce matin. Je vais vous lire le communiqué de l'intersyndicale, enfin voilà quoi. Franchement, tu saignes du nez quoi. Donc, une seule réponse, je vais vous le faire de manière théâtrale pour donner, parce que je pense qu'ils l'ont écrit de cette manière-là peut-être. Une seule réponse s'impose, la mobilisation. Voilà, déjà, la mobilisation. Personnellement, je sais pas ce que c'est, moi perso. Je sais pas ça veut dire quoi me mobiliser. Est-ce que c'est me mobiliser sur mes congés, me mobiliser uniquement en repos, ou est-ce que c'est une grève? Parce que la mobilisation, c'est un attrape-nigo, d'accord? À un moment donné, comme disait Trotsky, faut arrêter de jouer à cache-cache
et il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de parler de grève. Et notamment dans une situation où il y a un 49-3, c'est-à-dire un passage en force d'une réforme des retraites pour laquelle il y a des camarades dans les transports publics, dans l'éducation nationale, qui ont perdu quasiment 2 mois de salaire, qui se sont retrouvés avec des fiches de paye à zéro et qui se retrouvent comme ça devant la télé un après-midi, un samedi à voir qu'en fait on est en train de les niquer encore plus, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, mais c'est niquer les gens avec le 49-3, et la seule réponse c'est la mobilisation. Et il n'y a pas de grève. Il y a pas de grève, et vous allez voir, enfin voilà, il y a la grève du 31 mars. Mais en tout cas déjà dans le titre, enfin ça sent pas la grève générale, quoi. Donc, les organisations syndicales de salariés et de jeunesse, machin, CFE, CGC, etc., ont pris acte de l'annonce par le Premier ministre samedi dernier, en fin d'après-midi, d'utiliser l'article 49.3. Cette procédure gouvernementale permet de faire passer sans vote à l'Assemblée nationale le projet de loi portant sur le système des retraites par points. Cela démontre l'impuissance du gouvernement à répondre aux interrogations, d'accord? C'est aux interrogations sérieuse et légitime des parlementaires à propos de ce projet incomplet, très approximatif, aux multiples inconnus. D'accord. Donc eux, l'intersyndicale, la première préoccupation, c'est les interrogations des parlementaires. D'accord. Ils se préoccupent pas des 60 jours de grève. Ils se préoccupent pas des piquets de grève, des mecs qui ont pris des coups de tonfa, et des coups de matraque télescopique à pavillon sous bois. Ça, ils se préoccupent pas de ça. Des mecs qui se retrouvent aujourd'hui, comme Patrick et autres, qui sont convoqués au commissariat. Ça les préoccupe pas, en fait, qu'il y a des mecs qui risquent la révocation, qui ont sacrifié du salaire, qui ont sacrifié des cadeaux de Noël, des fêtes de fin d'année en famille pour la réforme des retraites. Ce qui les préoccupe, là, dans le premier paragraphe, c'est l'interrogation des parlementaires. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de révolution là-dedans. Donc incomplet, très approximatif aux multiples inconnus. C'est une nouvelle preuve, si celle-ci était nécessaire, que le gouvernement refuse le débat, voilà, et veut faire passer en force ce projet de régression sociale minoritaire dans l'opinion publique. 2 motions de censure sont désormais déposées et imposent au gouvernement de s'expliquer par un discours de politique générale. Enfin, chers amis, il y a déjà 12 lignes. On dirait que c'est un groupe parlementaire qui a écrit ça. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Il y a 12 lignes, il y a même pas encore, il y a même pas le terme grève, les amis. Il y a même pas le terme grève. Il y a même pas le terme retrait de la réforme des retraites. Il parle de débat et d'interrogation. Mais regardez le niveau, les amis. Et regardez la base, comment elle a réagi aujourd'hui. Regardez la base, comment elle a réagi samedi soir, très tard, comme ça, à travers simplement quelques messages Facebook et WhatsApp, à se mobiliser devant l'Assemblée nationale. Et regardez ce que les dirigeants des confédérations syndicales nous sortent. 12 lignes, il n'y a même pas encore le mot grève. Et je sais même pas s'il y a encore. Je le relis avec vous parce que je l'ai oublié. Mais il parle de parlementarisme et de débat et d'interrogation. Donc, les organisations réaffirment leur opposition à ce projet et la nécessité de créer de nouveaux droits pour les salariés privés d'emploi, étudiants, lycéens, retraités. Donc, il n'y a toujours plus le terme retrait, les amis. Là, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est la 15e ligne. 15 lignes du communiqué, on est quasiment à la fin. 15 lignes du communiqué, il n'y a pas le terme grève, il n'y a pas le terme de retrait de la réforme des retraites. D'accord? Et ça, c'est le titre, c'est une seule réponse s'impose, la mobilisation. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore parlé de mobilisation. Ça va venir. Peut-être. Elles appellent à multiplier partout, localement, des rassemblements dès lundi 2 mars et à organiser des manifestations devant les préfectures et sous-préfectures le mardi 3 mars, y compris les amis, alléluia, y compris par le recours à la grève. C'est-à-dire la grève maintenant, les amis, pour des confédérations syndicales, c'est devenu un recours. Enfin, je sais pas. Franchement, je suis pas anarchiste, hein, mais à minima, relisez au moins la charte d'Amiens, franchement, parce que de venir 18e ligne, dire recours à la grève, enfin, c'est un recours à la grève, c'est quand t'as pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? C'est ça un recours.
C'est comme quand tu vas dire on a dû recourir à la force au gaz ou quoi que ce soit. Vous savez, des fois quand il y a des syndicalistes de la police, ils utilisent ce terme-là, recourir à la force. Voilà, on n'a pas eu le choix. Et là ils disent recourir à la grève. C'est-à-dire que pour eux déjà la solution après 18 lignes, c'est même pas encore la grève. Là la grève ce serait qu'un recours. C'est-à-dire que pour eux dans une urgence où il y a le Premier ministre qui est venu, il t'a fait un doigt et il t'a dit cassez-vous tous, on clôture le débat, on va faire passer la réforme des retraites. Toi, t'es dans le recours encore. T'es même pas encore sûr qu'il faut faire grève. T'es prêt quand même à dire aux gens recours à la grève. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Au moment de ce passage en force, pas au Parlement, d'accord? Donc c'est-à-dire, c'est un recours en plus à la grève très encadré, parce que c'est un recours à la grève au moment de ce passage en force au Parlement. Après, le lendemain, tu fais ce que tu veux, tu peux retourner au boulot. Afin de signifier, c'est juste pour signifier les amis, hein, afin de signifier massivement avec force le rejet de ce texte. Donc, c'est un recours à la grève, mais uniquement pendant le moment parlementaire, et c'est juste pour signifier le rejet de ce texte. Voilà. Les mobilisations massives très importantes initiées depuis le 5 décembre n'ont pas été entendues par ce gouvernement mais le poussent à la faute. Elles poursuivent et amplifient dans ce cadre la construction d'une grande journée de grève interprofessionnelle et de manifestations dans tout le pays le mardi 31 mars pour mettre en échec ce projet de loi ainsi que les suites si nécessaires et blablabla et blablabla. Voilà les amis, le courrier des prophètes de la défaite. C'est-à-dire qu'ils sont même pas capables de poser la question avec la plus grande des fermetés. Le 49.3, c'est la fermeté gouvernementale. Et à la fermeté gouvernementale, on doit lui répondre par la fermeté ouvrière. Et la fermeté ouvrière, c'est l'arrêt généralisé du travail. C'est la grève générale les amis. C'est la paralysie de l'économie. C'est plus aucun métro, plus aucun train, plus aucune usine qui tourne jusqu'à nouvel avis. C'est ça la fermeté ouvrière. Lorsque tu es attaqué, lorsqu'on te met la pression, lorsqu'on passe en force, c'est cette réponse-là qu'il faut donner, non pas de renvoyer les gens dos à des initiatives locales dont on ne sait même pas, mais c'est des initiatives locales. Et ils t'ont pas attendu. Ils vont de toute façon, au niveau local, il y a que là où il y a des mobilisations. Il y a que là où il y a des manifestations au flambeau. Il y a que là où il y a quelques grèves localement. On n'a pas besoin de vous. On n'attend pas des confédérations nationales pour nous parler d'aller dans des initiatives locales. On attend de confédérations syndicales un plan de bataille à hauteur. Ils parlent même pas, et moi je trouve ça scandaleux, et je vais faire un petit clin d'œil à mes camarades gilets jaunes, les amis, ils ne parlent même pas du 14 mars. Enfin, ils parlent même pas du 14 mars, c'est-à-dire eux ils sont revenus à l'ancienne, ils sont revenus à l'époque avant gilets jaunes. Ça existe pas les gilets jaunes là-dedans. Enfin je sais pas moi. Enfin minima, au moins mettez le 14 mars, déjà le communiqué il aurait eu un peu plus de gueule. Mais c'est pas possible de faire 30 lignes, il y a même pas écrit grève, il y a écrit recours à la grève. Et il y a même pas écrit recours à la grève en reconductible, il y a écrit recours à la grève uniquement dans le moment où le texte passe à l'Assemblée pour signifier. C'est juste pour signifier, c'est juste pour dire que t'es pas content. Mais il y a aucun travailleur qui a envie de perdre 1 centime d'euro dans cette bataille pour signifier quoi que ce soit. On veut faire grève pour gagner. On veut faire grève pour retirer la réforme des retraites. Et ce n'est pas ni avec des significations, ni avec des grèves perlées, des grèves saute-mouton de 24 heures, dans une période où il y a le 49.3 qui vient de passer, de nous parler du 31 mars et uniquement d'une journée de 24 heures. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés, les amis. Ils ont fait une réunion d'urgence à l'intersyndicale pour discuter de rien du tout. Pour dire aux gens, il y a des initiatives locales, allez-y. Voilà, on s'est vu aujourd'hui, on s'est réunis pour vous dire s'il y a des initiatives locales, allez-y. Je vais parler de demain. Chers amis, demain, donc, est-ce qu'on peut me rappeler le rendez-vous exact à Paris? Enfin, il y a un rendez-vous à Paname à 13h30. Les connaissances, ça doit être soit Bastille, soit République. Ouais, je crois que ça doit être 13h30. Si vous avez remettez l'adresse de la manifestation. Enfin, chers amis, moi, je vous invite, toutes celles et ceux qui peuvent et qui ont la possibilité demain d'aller manifester, il faut manifester. D'accord? Il faut y aller. On peut pas rester comme ça dans un moment dans lequel il y a le 49.3 qui passe.
Nous on serait là. Donc toutes les initiatives, notamment celle qu'il y a eu ce soir dans un certain nombre de villes, notamment à Paris, qui ont de la gueule, c'est-à-dire que les gens de là-bas sont en capacité de se mobiliser. Il y a même eu une manifestation sauvage dans les rues de Paris. Je sais pas si elle se poursuit encore. Mais en tout cas, elle a duré une bonne partie de ce début de soirée, notamment dans un certain nombre de quartiers. Et voilà, quand il y a un peu de radicalité, ça fait aussi un peu de bien quand les gens ils commencent à taper du poing sur la table. Et voilà. En tout cas, les rendez-vous, que ça soit samedi devant l'Assemblée ou aujourd'hui encore à République, mais partout ailleurs, hein, il y a des rassemblements à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, à Rennes, à Nantes et j'en passe. Enfin voilà. Demain, celles et ceux qui peuvent aller manifester. Mais on peut dire quand même quelque chose. C'est que ça montre que c'est pas avec ces personnes-là, malheureusement, qu'on va avoir un plan de bataille gagnant. Parce que nous, notamment dans les services publics et notamment dans le transport, on est soumis à des délais de 48 heures. Comment vous voulez qu'on puisse se mettre en grève et venir manifester si vous nous prévenez à midi d'une manifestation pour le lendemain? Comment on fait? C'est-à-dire, tu as deux secteurs primordiaux de la RATP et la SNCF qui ont tapé plus de 60 jours de grève, que tu exclus d'office de cette mobilisation dans laquelle, elle aura la gueule qu'elle aura. Moi, c'est pour ça que je dis, il faut y aller. Parce que ces gens-là, en vérité, j'ai l'impression qu'ils veulent que ça soit naze, que ça soit de la merde pour dire, mais regardez, il y a personne qui vient. Mais on peut pas faire pire que ça. On peut pas faire pire que ça. Trotsky disait, sur les grèves de 34, il disait, les directions syndicales, elles appellent à la grève avec des lances à incendie. Et c'est ça le sentiment de ce communiqué, les camarades, c'est que c'est un appel à la grève avec une lance à incendie. Ok? Recours à la grève et avec des initiatives locales. Enfin, c'est juste pas possible. On peut pas y arriver, les camarades, avec ce plan de bataille-là. D'accord? Soit à un moment donné, je le dis très clairement, excusez-moi. Et on va, je clôture en 10 minutes, les amis. Je tenais tout d'abord à vous remercier énormément. Je vais faire quelques rappels des dates avant la conclusion. Je tenais déjà à vous remercier énormément. Vous êtes plus de 1000. Vous étiez à un moment donné 1400 connectés. On est un lundi soir. Je sais que voilà, y en a qui sont KO du boulot, il y en a qui travaillent demain matin, etc., qui se lèvent tôt. Merci à toutes et à tous d'être fidèles comme ça dans les lives et notamment à écouter. Vous avez celles et ceux qui étaient connectés dès le début ont entendu au début Patrick, et ça c'est les certaines dates que je vais redonner. Donc il y a nos camarades qui sont réprimés très sévèrement, notamment à la CGT RATP actuellement. Donc le 4 mars, devant le commissariat de Vitry, à 13h30, nos camarades sont convoqués. Donc Yacine, Patrick, François et Alexandre sont convoqués au commissariat de Vitry. À 13h30, il y a un rassemblement. Je vous invite toutes et tous à y aller massivement et notamment encore plus les camarades de la RATP. Ne laissez pas tomber vos collègues. Ne laissez pas tomber celles et ceux qui ont lutté avec vous, celles et ceux qui ont bloqué les différents dépôts de bus, celles et ceux qui ont manifesté, qui ont fait des assemblées générales avec vous. Parce que si vous les laissez tomber aujourd'hui, demain, ça sera certainement vous et il y aura personne pour vous aussi. Donc, il faut montrer de la solidarité. La solidarité, la fraternité ouvrière, elle est plus forte que tout, les amis. C'est dans ces périodes-là qu'il faut le montrer et démontrer que vous êtes une famille, qu'on est une famille, que la classe ouvrière est une famille et qu'elle laisse tomber personne. Donc le 4 mars, c'est-à-dire après-demain, 13h30, devant le commissariat de Vitry, ces camarades-là sont convoqués notamment pour le piquet de grève du 6 décembre à Vitry. Mais ça s'arrête pas là au niveau de la répression. La RATP porte plainte, mais également elle les assigne en conseil de discipline 5 et 6 mars. Le 5 et 6 mars à midi, 19 places de la Chambaudie dans le 12e arrondissement. Il faut être là, présent massivement, les amis. Il faut faire reculer la direction de la RATP contre cette répression parce qu'elle essaye de couper des têtes pour pouvoir faire peur à la masse. Et notamment dans le secteur du bus, ce n'est pas anodin. Il y a une loi, la loi L'Homme, qui vise à notamment ouvrir à la concurrence et privatiser la RATP dans quelques années. Ça va arriver très vite. Donc s'ils peuvent commencer à couper les dirigeants syndicaux dans certains secteurs, ils vont le faire. Donc il y a les 4 camarades de Vitry, il y a également notre camarade Ahmed qui est du dépôt de Flandre à Pantin dans le 93 et on n'a pas encore la date. En tout cas, à Révolution Permanente, nous on laisse tomber personne et on mettra toutes nos forces dans la bataille
pour faire en sorte que ces rassemblements-là, ils aient de la gueule et qu'il y ait du monde aussi, et notamment en tant que membre de la coordination RATP SNCF, que les camarades le sachent, la coordination RATP SNCF, elle prendra ses responsabilités et elle sera présente dans ces rassemblements-là et elle appellera autour d'elle, partout dans les secteurs où on est, à massifier, à densifier ces rassemblements. Parce que toucher, moi je suis chez Sudrail, mais toucher à un de mes camarades, à un de mes frères de lutte de la CGT, c'est comme si on me touchait moi. Donc nous, on doit répondre coup pour coup. Et coup pour coup, c'est de montrer de la solidarité, de la fraternité ouvrière, chers camarades, là-dessus. Donc je répète, 4 mars, 13h30, commissariat de Vitry, 5 et 6 mars, 19 place de la Chambaudie, à midi, dans le 12e arrondissement. Une autre date qui est primordiale, importante pour nous, c'est le 10 mars. Le 10 mars à 18h30, à la Parole Errante, à Porte de Montreuil, de mémoire c'est métro Croix de Chavaux, on fait un meeting extraordinaire. On fait avec la coordination RATP SNCF, vous avez vu les actions, la CFDT, le siège de la République en marche. On était parti dans le siège de Richebourg pour dénoncer le licenciement d'Adama Traoré. On avait fait des actions à Gare de Lyon. On a fait énormément de choses. C'est la première fois où on voit une coordination entre la RATP et la SNCF avec autant de force, autant de liens et autant de fraternité en fait. Et on a fait énormément de choses, notamment dans une période cruciale, celle de la trêve de décembre, dans laquelle nous, on a fait un certain nombre d'actions le 23 décembre à Gare de Lyon. Le 26 décembre, la première manifestation appelée par la base entre Gare de l'Est et Saint-Lazare qui a réuni, selon les chiffres de la préfecture, c'est pas les miens. C'est quand même quelque chose d'important d'avoir 3000 manifestants d'après la préfecture de police un lendemain de Noël. On a fait énormément de choses, les amis. Et le 10 mars à 18h30, donc dans la salle de la Parole Errante à Montreuil, métro Croix de Chavaux, on va inviter tous nos camarades à venir. D'accord? Certains camarades des différents secteurs interprofessionnels. Pourquoi? Et je vous le dirai dans la suite et dans cette conclusion, parce qu'on est en train de préparer une rencontre nationale. On essaye de préparer un plan de bataille. Comme on a créé la coordination RATP SNCF, on va essayer de faire en sorte d'aller dans de construire cette rencontre nationale à la base, d'essayer d'avoir un sorte d'état-major à la base du mouvement ouvrier pour commencer à décider, parce que ce n'est pas à travers les grèves perlées qu'on va réussir. Donc le 10, il y aura du beau monde, des militants politiques, des militants syndicaux, des gilets jaunes, il y aura de tout, les amis. On essaye même d'avoir une interlude un peu festive, etc. Enfin voilà, donc ça c'est le 10 mars à 18h30. Donc chers amis, je disais pour la conclusion, je finis là-dessus. On ne peut pas, après plus de 60 jours de mobilisation, en fait, faire croire aux gens que c'est avec des journées de grève de 24 heures qu'on va gagner. Ce n'est pas possible. D'accord? Parce que là, déjà, entre le 20 février et le 31 mars, il y a 40 jours, les amis. 40 jours. Si on est capable de faire une trêve, c'est une trêve sociale ce qui est en train de se passer là. C'est inadmissible. C'est scandaleux de donner aucun plan de bataille dans une période dans laquelle tu as les municipales, tu as le 49.3 et toi, tu es là, tu es en train d'attendre ta date qui arrive dans 30 jours, les amis. La réponse de l'intersyndicale, c'est de dire rendez-vous le 31 mars. Mais à un moment donné, c'est pas possible. On peut pas gagner comme ça. Enfin, soit il va falloir accepter la défaite définitivement et plier les Gaules, soit il va falloir prendre notre destin en main et il va falloir faire en sorte de construire. Et ça, c'est pas possible, chers amis. Moi, je parle à tous mes frères et sœurs, militants et militantes de la grève, de la base. Il y a personne qui va nous payer, qui va remplir notre frigo demain. Faut à un moment donné, faut pouvoir commencer à ouvrir sa gueule dans la vie. On peut pas venir faire les shows devant le patron et fermer nos gueules quand l'attitude de l'intersyndicale, il est mauvais et il nous envoie au carton. Parce qu'à un moment donné, moi je le dis, je suis fier du syndicalisme et je considère que le syndicalisme, on doit le défendre. Parce que c'est un outil primordial pour le mouvement ouvrier, le syndicalisme. Mais le syndicalisme, on le tue en fait. On le tue quand on perd. On le tue quand on donne des perspectives qui sont nulles ou quasi nulles. On le tue quand on parle de recours à la grève et qu'on ne parle pas de grève. On le tue lorsqu'on parle de mobilisation et qu'on ne parle pas de grève. On le tue lorsqu'on dit on peut pas appeler à la grève générale parce qu'on n'a pas de bouton. On ne peut pas appeler à la grève générale parce que ça n'a jamais existé. On le tue de cette manière-là, les amis. Et moi, je suis fier d'être syndiqué. Je suis fier d'être un militant syndical. Moi, dans mon secteur, les amis, au Bourget, c'est un bastion Sudrail. 50% des salariés de mon secteur, ils sont syndiqués chez nous. Mais parce qu'on fait du taf de terrain et qu'on est en capacité de critiquer lorsqu'il faut critiquer. Et il faut pas avoir honte. Et on met pas les gens au même pied d'égalité.
Mais on doit critiquer stratégiquement, politiquement ce qui est en train de se passer, les amis. Et on peut pas tolérer ça. Moi, j'ai pas perdu 2 mois de salaire. Je préfère les mettre dans le compte épargne de mes enfants, ces 2 mois de salaire-là, plutôt que de les avoir jetés à la poubelle. Parce que si on fait rien et qu'on tolère des journées de 24 heures, on a acheté 2 mois de salaire à la poubelle, les amis. On a acheté 2 mois de salaire à la poubelle. Je le dis et je le répète. Qu'est-ce que vous auriez fait avec 4 000 ou 5 000 euros pour vos enfants? Vous les auriez gâtés, vous auriez acheté des jouets, des vêtements, vous les auriez ramenés en vacances dans des activités. Donc on peut pas tolérer d'avoir sacrifié cet argent au détriment de nos familles, nos enfants, de payer nos loyers, et puis au final dire bon ben on ferme notre gueule parce qu'on a un sticker collé sur le torse. Donc moi je le dis et je le répète, chers amis, avec énormément de solidarité et de fraternité, ce que je suis en train de dire. C'est parce que moi, celles et ceux qui me connaissent, qui me côtoient, qui me croisent dans des piquets de grève, dans des AG, dans des manifestations, savent une seule chose. La seule chose qui m'anime, c'est la victoire, les amis, c'est la gagne. Coûte que coûte, c'est ça ce qui m'anime. C'est de gagner, c'est de battre à un moment donné cette bourgeoisie. Parce que moi je veux pas être la génération qui sacrifie la génération future. Je veux pas dire à mes enfants, les regarder dans les yeux et leur dire bah voilà, qu'est-ce que tu veux, souffre. Souffre toi aussi à ton tour. C'est pas possible. Moi, mon père, il me raconte jamais de l'avion. On aurait cru que vous avez des études. Vous avez fait des études, etc. Vous avez des masters, des doctorats. Et au final, vous êtes au chômage. Vous êtes plus en galère que nous. On est ouvriers. On vient du bled. On savait même pas limite lire, ni lire, ni écrire. On n'a fait rien du tout à l'école. Et au final, on a réussi à s'en sortir mieux que vous. Et ça, c'est la réalité, les amis. Ça, c'est la réalité. Moi, je vois nos parents, ils ont réussi à envoyer des thunes au bled, ils ont réussi à faire vivre des familles, et moi, je tenais à les féliciter. Je tenais à les féliciter. Franchement, moi, je suis fier de mes parents, de mon père. Je fais un petit message à mon père et à mes parents, là, dans ce live-là, mais je suis fier d'eux. Moi, mon père, ses parents, ils sont décédés. Moi, ma grand-mère, elle est décédée en 1981, les amis. Mon grand-père, il est combattant de la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Il a pris il avait une pièce d'obus, d'accord, encore dans la cuisse et dans le dos. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort en 1965, les amis. Et moi, mon père, c'était l'aîné. Il avait 18 piges, 18 ans, 18 ans, et avec ses petits frères et ses petites sœurs, et c'est lui qui a charbonné et qui les a fait vivre, et qui au final, quand il est venu en France pour travailler, eh ben il nous a fait vivre nous, et on était heureux, et il a fait vivre toute sa famille au bled et la famille aussi de ma mère. Et c'est un ouvrier, il a fait partie des Chibani de la SNCF, avec un petit salaire. Moi, j'ai aidé mon père pour le calcul de sa retraite, il a toutes ses fiches de paye depuis 1970, et c'est des petits salaires. Mais il te dit qu'ils arrivaient à vivre mieux que nous. Que nous, on fait des 2003, des 2400 euros parfois, et on n'arrive même pas, le 10, le 15, on est en galère. Et ça, c'est la réalité, les amis. Et on peut pas tolérer d'avoir fait tous ces sacrifices-là, d'avoir fait tout ça, et demander de l'aide à nos parents. C'est nos parents qui nous aident, qui disent, tiens, est-ce que tu veux 100 euros ou 200 euros? Ce n'est pas possible, les amis. Donc on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc de grâce, arrêtez de nous casser la tête avec vos histoires d'étiquettes ou de je sais pas quoi. À un moment donné, on veut gagner. Et c'est pas comme ça qu'on va gagner, c'est pas avec cette stratégie d'intersyndicale. Donc chers amis, je le dis et je le répète, le 14 mars, les gilets jaunes, je vous ai pas oublié, parce que je vous vois dans les commentaires, vous êtes comme des oufs. La coordination RATP SNCF, elle appelle à rejoindre la manifestation du 14 mars. D'accord? Le 14 mars, il faut être avec les gilets jaunes. Après, il faut essayer de voir dans les groupes parce qu'il y a une manifestation sur le climat, il y a une manifestation également autour des violences policières, enfin voilà. Mais en tout cas, le 14 mars, il faut se mobiliser massivement, les amis. Il faut se mobiliser massivement partout où c'est possible. Il faut être dans la rue aux côtés des gilets jaunes. Il faut rendre l'appareil aux gilets jaunes. Ils ont apporté énormément au mouvement ouvrier. D'accord? Ça a été un mouvement sans précédent dans la Ve République. On va pas le redire. Moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je vous dis honnêtement, enfin, c'est quand on a vécu le mouvement des gilets jaunes, comme moi je l'ai vécu le 24 novembre, j'étais sur les Champs-Élysées, j'étais le 1er décembre sur les Champs-Élysées, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, je pense même pas, enfin voilà quoi. Moi j'étais là le 16 mars, c'était l'acte ultimatum, j'ai fait même une interview, vous pouvez la retrouver sur Révolution Permanente. L'acte ultimatum, il y avait le Fouquet's qui brûlait à côté de nous.
On n'est plus dans les mêmes scènes, les amis. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Parce que si on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ce pays, il va falloir qu'on arrête de vivre avec le spectre indéfiniment, de croire que c'est l'alpha et l'oméga. D'accord? Les amis, on a besoin d'une grève générale aujourd'hui. On a besoin de tirer les conclusions positives du mouvement des Gilets jaunes et de tirer les conclusions négatives aussi du mouvement des Gilets jaunes. Faut qu'on arrête de béflant tous, syndicalistes, Gilets jaunes, etc. Faut qu'on arrête tous de se la raconter et de s'inventer des histoires. Il va falloir qu'il y ait un plan de bataille gagnant pour tout le monde. Parce que les gilets jaunes, avant d'avoir un gilet, le matin, ils se réveillent et ils vont charbonner. Et c'est ça la définition du prolétariat, les amis. Le prolétariat, le prolétaire, c'est celui qui n'a que la force de ses bras et de son travail pour pouvoir vivre. C'est ça la définition du prolétariat et de la classe ouvrière, d'accord ? C'est celles et ceux qui ne sont pas rentiers. Vous n'avez pas hérité du resto de papa. Vous n'avez pas hérité de logement. Vous n'avez pas hérité d'un château. Vous n'êtes pas des gens qui pouvaient vivre sans aller vous réveiller le matin. Donc vous êtes des ouvriers, des ouvrières, les amis. Et celles et ceux qui nous précarisent, celles et ceux qui ébornent, celles et ceux qui avancent les réformes contre l'assurance chômage, contre le système des retraites, c'est la bourgeoisie, ni plus ni moins. Donc il faut les qualifier, faut appeler un chat, les amis. Et ce que je le dis et je le répète, que ça soit les gilets jaunes ou que ça soit le mouvement qu'on a connu depuis le 5 décembre, c'est le retour de la lutte des classes. C'est le retour de la lutte des classes. Et le retour de la lutte des classes, il doit se faire de la plus belle des manières. Et il doit se faire dans une unité de classe, les amis. Il va falloir commencer à se le dire. On est des ouvriers et il va falloir se battre en tant qu'ouvrier. Il va falloir se battre en tant qu'ouvrier. Et l'outil qu'a l'ouvrier, c'est son travail. Et lorsqu'il décide d'arrêter de travailler, il y a Hanan, il y a ma camarade Hanan de la ligne 5. La ligne 5, les camarades, ils ont fait oublier qu'à la RATP, il y avait la ligne 5. C'est quand même extraordinaire pendant 50 jours qu'il y ait une ligne de métro qui a disparu du paysage. Mais parce qu'ils ont démontré que lorsque eux décident d'arrêter de travailler, la patronne de la RATP qui coûte 450 000 €, elle ne sert à rien. Qu'elle ne vaut rien du tout à côté d'un smicard machiniste dans un dépôt de bus ou conducteur d'une ligne de métro. Et c'est ça, les amis, la lutte de classe. C'est lorsque tu te rends compte que toi, en tant que conducteur de métro, conducteur de bus, intérimaire chez Darty ou ce que tu veux, et ben que lorsque toi t'arrêtes de travailler, et ben ton patron il sert à rien. Je vous en donne une belle. Moi, c'est le meilleur exemple, les amis. Renault. Le patron de Renault, les amis, c'est Carlos Ghosn. Ça fait 1 an et quelques qu'il n'a pas remis les pieds dans une usine Renault, les amis. Et le gars, il touche quasiment 17 millions d'euros par an. Mais normalement, les syndicalistes de Renault, les travailleurs de Renault, ils devraient demander l'expropriation de l'usine. Ils devraient dire l'usine, elle est à nous maintenant. Celui qui est pas content, il dégage. L'usine, elle appartient aux salariés. C'est nous qui sortons, c'est nous qui mettons des pare-chocs, des portières, des boîtes à gants et autres, et j'en passe et des meilleurs. C'est nous qui créons les produits, c'est nous qui créons les richesses. Il est hors de question que l'autre, il s'est caché dans une malle entre le Japon et le Liban, et c'est lui, il touche des millions d'euros sur notre dos, et nous, on est smicard. C'est ça la réaction que devraient avoir des directions syndicales chez Renault et les travailleurs de Renault. D'exproprier les richesses. De dire à un moment donné, on va arrêter de brasser des thunes pour les autres et nous, on est là, on fait les 4-8, on est là, on se casse le dos dans les chaînes de montage. Ça devrait être le réflexe. Et c'est ça d'avoir une conscience de classe, les amis. D'avoir une conscience de classe, d'avoir une conscience qu'on est des travailleurs et qu'en fait, c'est la bourgeoisie qui nous exploite. Et que sans l'exploitation des travailleurs, la bourgeoisie, elle n'existe pas. À un moment donné, je sais pas moi, il va falloir qu'on commence à discuter de toutes ces choses-là sérieusement parce que sinon on se raconte des histoires. On croit que suffit juste d'aller dans des manifs, dans des actions, de s'activer comme ça, de s'agiter un peu partout et qu'on pose jamais réellement le plan de bataille et le programme, ce sur quoi on essaie de se battre. Donc chers amis, moi je le dis, je le répète, le 14 mars, il va falloir être aux côtés des gilets jaunes parce que les gilets jaunes, ils ont été de notre côté aussi depuis le 5 décembre. Ils ont pris des coups de matraque sur les piquets de grève et la moindre des choses, c'est de leur rendre l'appareil sur le 14 mars. Mais je le dis, les gilets jaunes, vous connaissez moi ma franchise. Ce n'est pas avec le 14 mars qu'on fera reculer le gouvernement. D'accord? Et je pense que tout le monde le sait, même parmi les gilets jaunes. Tout le monde le sait. Que ce n'est pas le 14 mars qui va faire reculer le gouvernement ou que ça va être je sais pas quoi. Et ce n'est pas le 31 mars. Pour les syndicalistes, ce n'est pas le 31 mars qui va faire reculer le gouvernement. Et tout le monde le sait, ça. Donc à un moment donné, quand on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? On reste et on ferme sa gueule ou on essaye de tirer les conclusions, les amis? Et moi, je considère que les conclusions, c'est un plan de bataille.
C'est une grève reconductible, interprofessionnelle, avec nos camarades des raffineries, avec nos camarades de l'énergie, avec nos camarades gaziers, avec nos camarades égoutiers, de la propreté, de l'éducation nationale, de la métallurgie, l'ensemble des secteurs du privé et du public. Il faut qu'à un moment donné, on se dise, les amis, on tape et on finit de taper sur le clou sur lequel on tape et on l'enfonce définitivement. Et on peut le faire. Et on peut le faire, ça. Il n'y a pas besoin de 50 jours. S'il n'y a plus une goutte d'essence dans ce pays, s'il n'y a plus une raffinerie, si l'ensemble des secteurs de l'énergie, des gaziers. Nous, on a discuté une fois avec un gazier, les amis. Il a dit que si lui, il coupe le robinet, d'accord? Il a dit que si lui, il coupe le robinet de gaz, il faudrait 3 semaines à une ville comme Lyon pour récupérer le gaz. Vous imaginez la force de frappe que peuvent avoir ces gens-là? De fermer un robinet, il te paralyse pendant 3 semaines. Une ville comme Lyon. 3 semaines pour remettre le gaz. Mais c'est un truc de dingue. Mais pourquoi on est là, on est encore en train de travailler au SMIC? C'est pas possible d'avoir une force de frappe comme ça. C'est qu'à un moment donné, il y a un souci quelque part. Et il y a un souci de direction. Il y a un souci de direction du mouvement ouvrier qui ne veut pas s'affronter au gouvernement. C'est ça, les amis, ce qui est en train de se passer. Lorsqu'on fait des grèves bien sages, lorsqu'on fait des journées de 24 heures, lorsqu'on fait des marches au flambeau et autres, on n'est pas dans l'affrontement, là. Moi, je respecte les initiatives locales. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de l'intersyndicale, où ils parlent de débat, où ils parlent de la grève comme d'un recours, et non pas comme l'arme du travailleur pour pouvoir faire reculer le gouvernement, ça montre à quel point ils ont pas envie de s'affronter. Et je vous ai fait crédit de la parodie de conférences de financement où la CGT et Force ouvrière sont venus dans la conférence pour financer un système de retraite par points pour lequel t'es soi-disant pour le retrait. Quand même, je sais pas moi. Tu vas discuter d'un financement d'une retraite que tu veux pas. Enfin, à un moment donné, moi, je sais pas. Elle est où la cohérence pour au final sortir et dire oui, on n'a pas eu de machin. Mais pourquoi t'es parti déjà? Mais pose-toi la question déjà pourquoi t'y vas. Te pose pas la question de pourquoi tu quittes. On s'en fout de pourquoi tu quittes. Nous, on veut savoir pourquoi t'es parti déjà. Je sais pas moi. C'est comme tu fais le ramadan et tu vas au restaurant et tu fais le ramadan et tu rentres dans le resto et tu ressors. Voilà, je sais pas, moi, ça serait chelou quand même. Eh, ces mecs, si tu manges pas, qu'est-ce que tu fais au resto? Tu viens faire quoi ici? Il y a à manger, tu manges pas, bah sors. Et bah c'est pareil. Il y a une conférence de financement. Qu'est-ce que tu vas foutre dans une conférence de financement pour un système par points pour lequel t'es pour le retrait? Il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable. Et ça, je vous ai fait crédit, ça, j'ai jamais eu le temps d'en parler. Mais à un moment donné, il y a un problème de direction. Et il y a un problème notamment qu'on pose pas un plan de bataille pour affronter le gouvernement. Je fais ma dernière citation de Trotsky. Moi, je fais des citations de Trotsky. Je suis un multirécidiviste, mais vous savez, moi, je suis trotskiste et j'adore. Enfin, Trotsky dit une chose qui est extraordinaire. Enfin, je paraphrase parce que je n'ai pas le texte sous les yeux. Mais Trotsky il dit que la bourgeoisie, c'est lorsqu'elle a peur de tout perdre qu'elle commence à concéder. Et quand même, la peur de tout perdre, les amis, c'est pas avec des journées de 24 heures. Il y a aucun patron qui a peur d'une journée de 24 heures. Il y a aucun gouvernement qui a peur d'une journée de 24 heures. Enfin, à un moment donné, il y a tellement les enjeux. Je sais pas si les gens ils se rendent compte de faire passer le système par points. Ça a un enjeu économique sur le système des retraites, d'accord? Parce que vous les avez peut-être reçus comme moi, là, vous avez pas vu, ils multiplient les courriers AXA et autres. Les banques, écoutez, hein, il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que les banques, elles communiquent sur le système par points en disant que les gens vont perdre, d'accord? Enfin, à un moment donné, c'est les banques, hein, c'est pas des grands gauchistes, c'est pas des marxistes, les banques. Elles sont en train de faire des courriers pour expliquer que les gens, avec le système par points, elles vont perdre, et du coup, elles appellent à quoi les banques? Elles appellent à la capitalisation, en fait, pour faire mieux fructifier leur salaire pour la retraite. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Des banques qui t'expliquent que la réforme des retraites du gouvernement, elle va te faire baisser tes pensions et que du coup, vu que ta pension elle va baisser, vaut mieux que tu mettes cet argent-là dans la banque, dans là où tu auras tel taux, tel rendement. Qu'est-ce que ça veut dire ça si ce n'est pas un cadeau aux banquiers, si ce n'est pas une réforme pour précariser en fait? Ça c'est économique. Mais politiquement les amis, une défaite sur le système des retraites, la retraite c'est la mère des batailles. C'est la mère des batailles, la réforme des retraites, les amis. Ça concerne tout le monde. Celui même qui n'a jamais travaillé, ça s'appelle le minimum vieillesse.
On est quand même dans un pays formidable, entre guillemets, avec tous ses défauts, mais quand même, à travers les luttes du mouvement ouvrier quand même. Le mouvement ouvrier, il a fait en sorte que même quand t'as pas travaillé, eh ben t'as le droit au minimum vieillesse. Le mouvement ouvrier, il a fait en sorte que même que lorsque tu n'as pas travaillé dans ta vie ou lorsque tu as des difficultés, eh ben t'as des indemnités adultes handicapés. T'as eu, enfin maintenant ça s'appelle le RSA et ils ont tout, ils essayent de détruire tout au fur et à mesure et la prochaine étape ça sera la Sécu. Mais rappelez-vous du RMI, enfin il y avait énormément de choses. Il y avait énormément de choses. Et tout ça, on le doit au mouvement ouvrier, en fait, de ce pays qui a lutté, qui a charbonné. Et c'est ça, les amis, politiquement, le recul et la défaite sur la réforme des retraites si on perd. C'est pour ça qu'il y a urgence de pouvoir poser un plan de bataille. Et je termine sur ces derniers mots. Chers amis, avec les camarades de la coordination RATP SNCF et avec un certain nombre de camarades, notamment nos camarades raffineurs, de Grand Puy, d'accord, de la CGT Grand Puy des raffineurs, des camarades de la CGT Énergie à Paris et bien d'autres. On est en train, notamment, il y a les camarades du réseau Optil, ils ont fait une coordination, d'accord, en nous disant, on a fait une coordination parce que on a pris l'exemple de votre coordination RATP SNCF. Si ça c'est une de nos plus belles victoires, de voir que des camarades du transport privé, c'est-à-dire Keolis, Transdev, RATP Dev, d'accord, ils se sont unis avec leurs différents syndicales dans une seule et même coordination en disant on s'est coordonné parce qu'on a vu que la coordination RATP SNCF ça avait de la gueule et que vous avez tenu. On s'est dit si la RATP et la SNCF ils peuvent se coordonner, nous aussi on peut se coordonner. Et notamment avec ces camarades-là, il y en a d'autres. Il y a des avocats, il y a énormément de secteurs. Il y a une rencontre nationale qui est en train de se préparer entre la mi et la fin mars. On n'a pas encore défini clairement la date, mais ça va arriver très prochainement, dans laquelle on souhaite et on le dit. Quand on voit la gueule de ces communiqués-là, on doit prendre nos responsabilités, on va faire ce qu'on peut. Moi, je dis pas qu'on va je vends du rêve à personne, mais on va faire à hauteur de nos capacités. On est les premiers à rentrer dans la grève et on sera les derniers à en sortir, les amis. Moi, j'ai pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit, mais j'ai pas de leçon de morale à recevoir de qui que ce soit en termes de grève et de mobilisation. Mais moi, je serai parmi les derniers. C'est pour ça que je dis, parfois j'entends certains de mes camarades et j'essaie de dialoguer avec eux parce qu'ils me disent ça, Anna, c'est fini, ça, faut oublier la retraite, c'est terminé. Les gens, ça, ils veulent plus. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il est possible de pouvoir mobiliser encore de manière forte parce que la base, lorsque je discute avec elle, elle est en capacité, elle veut se mobiliser. D'accord? Et je pense que notamment le 14 mars, ça va être un bon indicateur et ça va être un sacré tremplin pour la suite pour voir ce qui peut se passer. Donc il y a une rencontre nationale, les amis. Il y a Hanan, si tu peux, et celles et ceux qui sont connectés, si vous pouvez mettre l'adresse. Donc il y a une page Facebook coordination RATP SNCF, il y a une adresse mail. Si vous êtes dans un secteur important du privé, du public ou peu importe, si vous vous êtes syndiqué d'un collectif ou autre et que vous voulez signer cet appel de la rencontre nationale qui est sur la page Facebook, vous le signifiez par mail, les amis. On sera très heureux de vous accueillir avec nous. Voilà, parce que on est pour l'unité et on veut l'unité et c'est à travers l'unité qu'on gagnera, d'accord? Mais il faut pas se raconter des histoires. C'est pas dans des unités farfelues, c'est pas dans des unités de logo au-dessus d'un flyer, ce n'est pas avec des unités de façade avec totalement des avis différents et des stratégies différentes qu'on va gagner, d'accord? L'unité c'est important, mais le plan de bataille, la stratégie, elle est primordiale et c'est pour ça que nous on va avancer étape par étape. On va pas se croire plus gros que le bœuf comme on dit. On va avancer étape par étape et on va essayer à travers cette rencontre nationale, comme on a fait les rencontres RATP SNCF, et ben on a réussi de cette expérience-là à tirer les fruits et à tirer le bilan, de pouvoir faire une coordination RATP SNCF qui, je le dis et je le répète, les amis, a été un état-major de la grève. Il y en a énormément dans le sud, à l'est, à l'ouest et dans le nord qui nous ont dit, les camarades, la trêve de Noël, si elle a pu faire en sorte que le mouvement il a continué, c'est parce qu'il y avait les camarades de la coordination RATP SNCF qui ont continué et qui ont ferraillé à ce moment-là. D'accord? Donc nous on a réussi à faire ça à minima pendant la trêve et j'ai envie de dire en vérité beaucoup plus que simplement pendant la période des vacances scolaires, mais c'était la période charnière et en tout cas on veut aller dans le même sens, c'est-à-dire vers une rencontre nationale qui pose un plan de bataille clairement à la base, de dire les amis, rendez-vous tel jour, telle heure et on part toutes et tous ensemble dans cette bataille pour retirer et en finir définitivement avec cette réforme des retraites, non pas pour signifier notre désaccord, non pas pour débattre, non pas pour poser des interrogations, mais pour en terminer définitivement avec cette réforme des retraites et rendre la monnaie de la pièce à ce gouvernement néolibéral qui ne vise rien d'autre
qu'à nous précariser, les amis. Ce n'est ni les amendements, ni les motions de censure, ni les grèves de 24 heures, ni les grèves saute-mouton, ni je sais pas quoi qui vont nous faire gagner. C'est uniquement le rapport de force, c'est uniquement la grève de masse et une grève de masse interprofessionnelle du privé et du public, les amis. Et voilà. Et quand je dis privé et public, je mets également les camarades gilets jaunes parce que comme je le dis, je le répète, la plupart sont des travailleuses et des travailleurs comme nous et c'est dans cette catégorie-là que je les inclus. Donc voilà, je répète une dernière fois les différentes dates. 4 mars, 13h30, commissariat de Vitry pour les camarades de la RATP qui passent convoqués au commissariat. 5 et 6, pareil pour les mêmes camarades, 19 place de la Chambaudie à midi pour les camarades de la CGT RATP qui sont réprimés. Et bien sûr, comme je le dis, je le répète, si on veut essayer de retirer cette réforme des retraites, ça passera déjà par se mobiliser pour nos collègues qui risquent la révocation. Parce que si on n'est pas capable de se mobiliser pour des gens qui perdent leur emploi, on n'arrivera jamais à rien. Moi, je vous le dis. Si on n'arrive pas à les sauver, on n'arrivera pas à retirer la réforme des retraites. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Le 10 décembre, excusez-moi. Le 10 mars, 18h30, la parole errante à Montreuil, meeting de la grève à l'initiative de la coordination RATP SNCF et avec un certain nombre d'acteurs de la lutte et des luttes à venir, d'accord? Je peux pas faire mieux, je peux pas teaser mieux que ça. Il faut être massivement. C'est une salle de 300 personnes, les amis. Il y a déjà énormément de personnes qui nous ont dit qu'ils allaient venir. Donc c'est à 18h30 à la parole errante. Vous êtes 700. Les 700 ne pourront pas rentrer dans la salle, mais je pense qu'il y a des camarades de province et d'autres. Donc voilà, faites tourner cet événement-là, c'est super important. Il va y avoir énormément de monde et ça va être la fête. Donc 18h30 le 10 mars prochain à la parole errante, meeting de la grève. 14 mars, la coordination RATP, SNCF et les Gilets jaunes, on appelle à aller dans le mouvement des Gilets jaunes et à se lier de la plus forte des manières avec les Gilets jaunes et de faire en sorte que le 14 mars, ça soit une réussite. Et demain, moi, je vous invite à aller dans tous les mouvements qui peuvent exister, à vous mobiliser le soir, comme c'était le cas aujourd'hui à Paris, comme c'était le cas samedi devant l'Assemblée nationale. Enfin voilà, les amis, il va falloir l'issue, elle n'est que entre nos mains et uniquement entre nos mains. On l'a vu en tout cas. Le communiqué de l'intersyndicale est voilà, est scandaleux. Enfin voilà, je dis scandaleux pour pas dire que c'est une vaste plaisanterie. Chers amis, merci énormément. Je vous laisse, il est 23h, je n'ai même pas encore mangé et voilà, je vous remercie énormément. J'avais pas prévu de faire autant, mais voilà, vous étiez nombreuses et nombreux, donc on a essayé de pousser au max et ça faisait longtemps. Je vous remercie énormément de suivre Révolution Permanente. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez également quand je vous croise en manif, quand on discute ensemble dans les réseaux sociaux. Merci de nous suivre. Merci d'être du bon côté de la barricade, les amis. Soyez fiers d'être du bon côté de la lutte de classe, du côté de la classe ouvrière et pour justement en finir avec ce système capitaliste, en finir avec cette bourgeoisie qui nous exploite, chers amis. Voilà. C'est difficile, mais faut être fier de tout ce qu'on fait. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live de manière massive et importante. Retenez bien les dates et faites tourner les dates. Voilà, vous avez un rôle de messager maintenant. Et voilà, je vous remercie, je vous embrasse et à très vite. Salut, ciao.